Et ouais, et du coup, donc j'ai passé octobre-novembre à écrire le bouquin, à faire la page de vente, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Je l'ai lancé en décembre 2011. Donc à l'époque, je me souviens très bien du chiffre parce que c'est facile. J'avais 8000 abonnés sur ma liste email et j'ai vendu 8000 euros. Donc très facile à tenir. Alors j'avais jamais eu 8000 euros dans ma vie. Donc pour moi, à ce moment-là, j'étais riche. Enfin, non, j'étais pas débile, je savais très bien qu'avec 8000 euros, t'es pas riche, mais en tout cas. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Laurent Bria. Laurent est photographe et blogueur. Et si sa description te dit quelque chose, c'est parce qu'à l'épisode précédent, j'ai interviewé Thomas Amoudi, qui est également photographe et blogueur. C'est pas un hasard, parce que je connais en fait Thomas grâce à Laurent. Et pour la petite histoire, on a fait les 2 interviews à la suite, juste avant l'anniversaire de Laurent. Mais c'est pas de ça, tu te doutes bien, dont on a parlé. Dans cet épisode, on a parlé plutôt du parcours de Laurent, au croisement entre l'art et l'entrepreneuriat. On a parlé également de créativité pure. C'est d'ailleurs grâce à cette interview que j'ai découvert le livre Start Ugly de David Duchemin, que j'ai vraiment adoré. On a également parlé de la gestion des critiques négatives et plein d'autres sujets que je te laisse découvrir. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Let's go ? Ouais. Eh ben bonjour Laurent. Salut. Je sais plus comment on s'est rencontrés. Je commence souvent avec comment on s'est rencontrés. Je crois que en fait t'es ami avec Alex. Ça, je crois. Je suis très sûr que t'es ami avec Alex, qui est un pote que j'ai rencontré en Pologne et qu'on a dû se rencontrer à un resto parce que comme Alex, t'avais cette idée, t'as toujours ce truc de j'ai mon art qui est la photographie et j'ai un blog qui me permet de financer. Raconte-nous comment t'es arrivé à cette... qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un blog sur la photo ? Alors, donc on est en 2010. J'étais étudiant à l'époque en biologie. Ça me surprend toujours. Je ne me remets pas de cette histoire. Ça surprend toujours tout le monde. Et en fait, donc moi je connaissais Olivier Roland depuis quelques années. Donc tout le monde connaît peut-être pas Olivier Roland, mais il a un site qui s'appelle Blogger Pro, notamment des livres pour changer de vie. Enfin, lui il vit de son blog depuis à peu près ce moment-là. En fait, je crois qu'il avait fait son premier lancement, si je me souviens bien, à 14 000 euros. Peut-être fin 2009, je crois. Oui, c'est vraiment tôt, Olivier. C'était en fait, il avait eu la semaine de 4 heures, et puis il avait fait le personnel NBA avec son... Enfin, bref, je vais pas raconter sa vie, mais... Et voilà, Olivier, c'est un ami depuis 2007. Donc on se connaissait quand même bien. Et en fait, lui, comme il était un peu... en fait, il était tout fou. Il a vraiment fait son premier lancement. Et le premier lancement, même si c'est celui qui fait le moins d'argent, en toute logique, c'est aussi celui qui est le plus excitant parce que t'as jamais fait d'argent avant. C'est sûr. Moi, émotionnellement, j'ai toujours un souvenir beaucoup plus fort de mon premier lancement où j'ai fait 8000 que de mes lancements d'après où j'ai fait beaucoup plus. Et donc voilà, il a fait son premier lancement, il était hyper enthousiaste, du coup il en parlait un petit peu à tout le monde autour de lui, ce qui est logique, quand t'es enthousiaste d'un truc en général, tu fais un peu du prosélytisme, quoi. Et du coup il encourageait un peu tout le monde à faire un blog. Et donc moi je disais c'est bien, mais sur quoi, tu vois, enfin. Donc à ce moment, tu fais pas de photos. Donc je fais pas encore de photos. Donc en fait, attends, j'y viens, je vais faire un mini flashback après pour expliquer. Donc je fais sur quoi ? Il fait t'as pas eu de passion ? Je fais je commence la photo. Il fait t'as qu'à en parler. Et là je fais ouais mais j'y connais rien. Il fait ouais mais il y a des gens qui connaissent encore moins que toi. Je fais ah ouais. Et voilà. Donc alors j'ai pas eu l'objection. Il y a plein de gens qui ont l'objection d'avoir le syndrome de l'imposteur, quoi, machin. Et moi j'ai fait ouais ok. Et surtout à la base, il faut bien dire que je l'ai lancé en mode ça va être marrant. Parce que moi globalement j'aime bien écrire. Enfin tu vois, j'ai jamais eu trop de problèmes avec l'écriture parce que j'ai appris à lire tôt. Je lisais beaucoup quand j'étais gamin, ce qui te rend pas populaire, mais ce qui fait des trucs plutôt cool au cerveau. Donc sur le long terme, c'est plutôt pas mal. Et du coup, pour moi, écrire, c'était relativement naturel. Et ça me faisait pas peur d'écrire du contenu. Je me disais, je vais bien trouver un truc correct quand même, tu vois, à raconter. Et puis, comme j'avais déjà fait un site web quand j'avais genre 14 ans, un truc comme ça, tu vois, parce que j'étais un gros geek. Et finalement, la manière de faire un WordPress, pour moi, c'était un peu, ça devrait aller, tu vois.
Donc j'avais pas d'objection majeure à ça. Et donc j'ai commencé le blog en juin 2010. Alors à ce moment-là, donc je faisais de la photo depuis littéralement 3 mois, parce que je crois que j'ai acheté mon premier appareil photo en avril 2010. Ah ouais, c'est tout frais. Donc c'était vraiment tout frais. Alors par contre, là ça faisait quand même à peu près 1 an que je m'y intéressais. En fait, je me rappelle pas vraiment, il n'y a pas eu genre un déclic un jour où je me suis dit, je me suis réveillé le matin, il faut que je fasse la photo comme une illumination, tu vois. Pas du tout ça, mais c'était plutôt, ça finit par apparaître comme une évidence. En fait, je pense que je commençais à voir des trucs qui m'intéressaient visuellement et où j'aurais bien aimé prendre en photo le truc, tu vois. Je me rappelle juste d'un truc. Je me rappelle encore l'endroit précis, c'était un sortie de fleuriste et il y avait un peu de vent, tu vois. Et il y avait genre des pétales par terre qui volaient un peu dans le vent, tu sais, un peu comme dans American Beauty avec le sac plastique. Je sais pas si j'avais vu le film avant ou après d'ailleurs. Je sais pas si c'était prémonitoire ou si c'était juste un truc voilà, qui m'est revenu en tête, tu vois. Si j'ai complètement pompé cette idée en fait. Et j'avais vu ça, j'avais eu envie de prendre en photo, mais bon, tu sais, à l'époque on est en 2009, tu vois, donc les smartphones, enfin, tu vois, aujourd'hui j'aurais pris en photo avec mon smartphone. À l'époque, pas trop possible. Alors moi en 2009 j'avais pas de smartphone. Voilà, moi non plus, je pense. De toute façon, même si j'en avais eu un, ça aurait vraiment fait une photo genre dégueulasse. Vraiment le truc pas du tout regardable. Et du coup, donc c'est ce qui m'avait donné envie à la base. Sauf que j'étais étudiant. J'étais genre boursier échelon 6, je vivais en 9 mètres carrés, enfin j'avais pas un rond, traduction c'est que j'avais vraiment pas un rond, donc encore moins pour m'acheter un appareil photo décent, tu vois. À l'époque fallait compter quoi, 500 balles je pense. Et donc tu faisais pas de photos du tout avant? Non, je faisais même pas avec un atelier photo quand t'étais petit. Moi je vois quand j'étais petit j'ai fait un atelier développement de négatif, à l'époque c'était en argentique. Non. T'es arrivé adulte à la photo. J'ai fait j'ai pris l'appareil photo de ma mère quand c'était les vacances, quand j'étais gamin, tu vois, mais pas plus que ça quoi. Donc au final vraiment une pratique qui serait similaire aujourd'hui à prendre des selfies avec son smartphone, mais vraiment pas plus loin que ça, donc on peut quasiment dire que non. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que tout le monde fait de la photo. Enfin, je pense même depuis quelques décennies que quasiment tout le monde avait touché un appareil photo, au moins un jetable ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça n'allait pas plus loin que le côté snapshot, comme disent les Américains, c'est vraiment le côté cliché instantané, quoi. Et juste, ouais, je sais pas, j'ai juste envie de ça. Et en fait, je pense que c'était aussi un moment de ma vie où, tu sais, j'avais mes études, je vis dans le fait carré qui est quand même, c'est pas le meilleur environnement de vie, quoi, tu vois. Et je pense que j'avais aussi besoin de faire sortir ma créativité quelque part. Donc peut-être aussi que mon cerveau il cherchait des moyens de le faire, tu vois. Et que j'ai trouvé la photo à ce moment-là. Ça se trouve, j'aurais trouvé autre chose aussi, j'en sais rien, tu vois. Mais donc voilà, ça m'avait inspiré. Et en gros, j'avais économisé pendant 1 an pour acheter mon appareil photo. Mais comme je suis un gros curieux, pendant 1 an, j'avais quand même lu sur la photo, quoi. Donc effectivement, j'avais acheté mon appareil photo en avril 2020. Mais quand j'ai lancé mon blog en juin 2020, ça faisait une grosse année que je lisais des trucs sur la photo. 2020, t'as dit 2020. 2010, tu veux dire. Ouais. Et donc voilà, ça faisait un moment que je lisais quand même. Donc effectivement, j'ai commencé le blog en ayant très peu pratiqué, mais j'ai quand même pas mal lu avant. Donc finalement, mes premiers articles, c'était aussi beaucoup de synthèse de ce que j'avais pu comprendre. Et j'avais aussi lancé le blog parce que c'est vrai que j'avais pas trouvé grand-chose de cool en français. J'avais beaucoup trouvé de trucs en anglais qui étaient très bien, mais en français, il y avait un peu de contenu déjà, mais c'était pas franchement ouf. Soit c'était pas très pédagogique, c'était vraiment très universitaire un peu dans l'approche. Soit des fois c'était cool, mais c'était genre un mec qui avait écrit un seul article et c'est un site qui était plus magazine, tu vois. Donc t'avais 15 auteurs différents et les 3 quarts étaient mauvais, enfin, tu sais jamais si l'article que tu vas lire est bien ou pas, enfin, c'était un peu, bon, c'était pas dingue quoi. Et voilà, du coup en fait j'ai lancé comme ça et c'était vraiment plus sur un défi. À la base je pensais pas gagner ma vie avec, même si j'avais déjà conscience de la possibilité vu que c'est Olivier qui m'a incité à le faire. Donc, et puis même t'avais pas la démarche comme Alex qui est de se dire Alex lui quand il te le raconte c'est je savais très bien que je voulais faire de la musique, sauf que vivre de la musique c'est compliqué, donc plutôt que de nous mettre la pression je vais trouver un revenu annexe qui va me permettre de la musique. Toi pas du tout, toi les deux sont arrivés en même temps en synergie totale. Tout à fait. Et puis à ce moment-là, je pensais pas en vivre spécialement, et je n'avais pas d'urgence de vivre de ma propre activité, tu vois. C'était pas moi, j'étais dans mes études, ça me plaisait bien, je me disais que j'allais faire ce taf-là, enfin voilà quoi. Parce que j'avais pas encore trouvé la réalité du terrain, parce que j'étais en master 1, donc en master 1, j'avais fait un premier stage quand même. Qui était plutôt cool, ça va, enfin, pas sans défaut, enfin il y a aucun truc qui est sans défaut, mais surtout quand tu veux pas être salarié, que tu sais pas encore, bon, mais en tout cas c'était quand même plutôt cool, il y avait pas un truc qui m'avait non plus complètement bloqué. Et du coup l'année suivante, donc l'année scolaire 2010-2011, je suis en master 2, donc il y a un stage de 6 mois à la fin, qui est un travail en fait, hein. Parce qu'en fait t'es censé quasiment faire le travail pour lequel les autres sont payés, sauf que t'es moins indépendant. Substance, c'est ça. Et du coup, c'était 6 mois assez durs quand même. Non pas, si jamais ceux de ma structure m'écoute, tout le monde était très cool. Enfin, je veux dire, j'avais un maître de stage qui était cool, j'ai eu des bonnes conditions de travail, il m'aidait quand j'avais besoin d'aide. Enfin, j'allais pas chercher des cafés, je faisais un vrai travail intellectuel intéressant. Enfin, il n'y a pas de problème avec le stage en soi. C'est juste que j'ai réalisé quand même dans la douleur que je pouvais pas du tout être salarié.
C'est vraiment. Pourquoi En fait, il y avait le. Bon, alors déjà, il y avait le. Fallait quand même être tôt le matin, donc je suis pas du tout du matin. Donc, c'est vrai que quand tu. Ça paraît bête. En fait, les gens qui se lèvent tôt, ils peuvent pas comprendre, je pense. Ouais, c'est clair. Mais quand tu passes. C'est un peu comme si. Si, ils peuvent comprendre. Si je vous dis, vous devez travailler tous les jours de 22h à 1h du matin, ça va leur paraître un cauchemar. Bah, moi, c'est pareil si tu me dis qu'il faut travailler de 9h à midi, quoi. Je suis pas du tout dans l'état intellectuel pour faire un bon boulot. Et du coup, en fait, t'arrives comme un zombie au taf tous les matins. Tu fais pas un taf de dingue. Et l'après-midi, tu fais 10 fois la qualité et la quantité de ce que tu as fait le matin, tu vois. Donc, déjà, il y a un gros côté un peu manque de sens direct. Pourquoi je viens le matin? Enfin, ça va vraiment pas m'intéresser. Je viendrai que l'après-midi. Littéralement, je ferai 90% du boulot que je fais. Si c'est pas même 110%, parce que ça se trouve, le fait de pas être fatigué du matin, je pense peut-être même encore mieux. Enfin, tu vois, il y avait un gros manque de sens là-dedans. Et puis aussi, il fallait que j'y aille, fallait quand même que je prenne 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour tous les jours, tu vois. Enfer. Donc, alors après, oui, j'aurais pu aller vivre sur place, mais c'était vraiment le trou paumé, parce que dans l'environnement, ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas des bureaux à Lille, quoi. Ça n'arrive pas. Et donc, en fait, il y avait ça, il y avait le volume horaire, il y avait. J'étais crevé, en fait. Hein. Je dormais, comme moi, j'ai beaucoup de mal à me coucher avant minuit, même quand je suis crevé, je dormais peut-être 6 heures par nuit. Mais moi, je suis un gros dormeur, il me faut mes 8h30, tu vois. Donc, en fait, au bout de 6 mois, c'est pas compliqué. Le mois de septembre, j'ai fait ma soutenance début septembre. Ensuite, tout le mois de septembre, j'ai dormi 12 heures par nuit toutes les nuits. Oh la vache. Donc, tu vois, ça prouve bien que quand même, j'avais un épuisement physique qui était assez important, tu vois. Tu faisais un truc qui avait rien à voir avec la photo, d'accord. Hein. Ouais, peut-être que si t'avais fait un stage vraiment plus en rapport, peut-être que ça t'aurait... C'est possible, je sais pas. Mais je pense que quand même, il y avait une grosse part de liberté dans le moment où tu bosses, la manière dont tu bosses. Ça me prenait beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai bien vu que je me suis dit, en fait, mais là, au bout de 6 mois, je suis épuisé. Donc, comment je vais faire 40 ans, ça, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux même pas imaginer 40 ans, enfin, surtout quand t'as 25, par définition, tu peux pas imaginer 40 ans. Et ouais, donc ça me paraissait. Donc je me disais, ouais, c'est vraiment pas possible. Et là, à ce moment-là, le blog il existait depuis un peu plus d'un an. Et en un peu plus d'un an, il avait quand même bien grandi et j'avais une audience que je suis incapable de me rappeler les chiffres aujourd'hui. Mais je sais pas, j'avais peut-être 10 000 visiteurs par mois. Enfin, en tout cas, c'était quand même une audience en plusieurs milliers, tu vois, voire dizaines de milliers. Donc c'est quand même. Quand t'es tout seul à faire ça dans ta chambre d'étudiant, c'est impressionnant en fait comme chiffre. Tu dis, il y avait quand même plusieurs milliers de personnes qui me lisent. Je commençais à avoir une petite liste email, etc. Enfin, tu vois. Je gagnais même un petit peu d'argent avec l'affiliation Amazon, qui est le début de beaucoup de blogueurs. Parce que tu conseilles des bouquins, tu touches 5% de code sur chaque bouquin. Quand t'es une audience, tu peux rentrer 100 balles par mois. Quand t'es étudiant en échelon 6, 100 balles par mois, tu gagnes 25% de revenus quasiment. Enfin, tu vois, ça va très très vite, quoi. Et la photo, t'en faisais? Ou tu passes tellement de temps sur le blog que... Non, je faisais de la photo. Après, bon, t'avais quand même des stages, compagnie, machin, mais si, je faisais quand même de la photo. Ça me prenait pas tant de temps, le blog. Enfin, moi, comme c'était relativement facile pour moi d'écrire, j'estime qu'à l'époque, ça me prenait environ 10 heures par semaine. C'est un volume quand même, bon. Enfin, après, quand t'es étudiant, t'as pas de gamin, 10 heures par semaine, c'est ok. Effectivement, j'imagine bien que si t'as 3 enfants qui n'auraient pas tout le temps 10 heures par semaine, c'est plus difficile à caler, quoi. C'est possible, hein, je pense, mais j'admets que c'est plus difficile. Non, je faisais de la photo quand même. Après, j'avais une pratique qui était très amateur à l'époque. Parce que le blog, 10 heures par semaine, la photo, ça te prenait combien de temps? Je sais pas, c'était plus irrégulier, c'est plus selon les opportunités que t'as. Si, j'en faisais moins que de passer le temps sur le blog, je pense quand même. Effectivement, s'il faut mettre une hiérarchie, clairement, j'en faisais moins. Mais après, l'avantage, c'est que ça s'alimentait quand même. C'est que pour faire les articles, il fallait quand même que je fasse des photos. Et des fois, même pour faire des photos, il fallait que je fasse des articles, parce que le fait d'avoir vulgarisé un truc, je comprenais mieux, du coup ça me faisait progresser. Donc il y avait un cercle vertueux entre les deux. Donc c'était pas, les deux sont pas vraiment isolés en fait. Et encore aujourd'hui en fait. Encore aujourd'hui, le contenu que j'arrive à créer maintenant, c'est uniquement parce que je continue à évoluer en photo. Sinon je tournerais en rond. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres, je m'en fous, je peux clasher, mais il y a beaucoup d'autres youtubeurs photo qui tournent en rond parce qu'en fait ils restent dans la même chose et du coup, au final, leur contenu se répète. Ils peuvent plus faire un truc nouveau parce que leur pratique photo se renouvelle pas. C'est quoi le dernier truc nouveau que tu as fait de pratique photo? Sur l'évolution, tu vois, c'est que je suis passé d'une pratique qui était très amateur à la base. Donc, tu sais, amateur, c'est juste tu représentes un sujet, quoi. Tu prends une jolie photo d'un joli paysage, tu vois. Ce qui n'a rien de mal en soi, hein, mais c'est la pratique par laquelle beaucoup de gens commencent. Et pour ça, déjà, tu dois quand même pas mal apprendre la technique. Tu vois, enfin, il y a toute une partie technique à ça, et une partie de maîtrise du savoir de la discipline, quoi. Tu vois, à la fois de l'outil, mais de ce qu'il y a autour. Et le vrai virage que j'ai pris, c'est d'avoir une pratique plus artistique de la photo, où là, du coup, on est beaucoup plus sur l'expression de sa personnalité à travers la photo, mais qui est quasiment, j'allais dire, un prétexte. N'exagérons rien, parce que le médium est important, mais c'est le truc principal, c'est d'exprimer sa personnalité. Et ça, du coup, ça implique de prendre une approche qui est quand même complètement différente.
et ça te donne beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus infini. La technique, au bout d'un moment, c'est terminé. Enfin, tu peux pas parler de technique photo, enfin, si, il y en a qui y arrivent, mais comme je dis, ils tournent en boucle. Tandis que parler de pratique artistique, tu peux en parler très longtemps, parce qu'en fait, il y a autant de pratiques artistiques que d'artistes, donc comme une affinité d'artiste, je peux faire une affinité de vidéo, en substance, tu vois. Donc c'est quand même ça le virage qui a fait que ça m'a permis de continuer à faire du contenu et de m'améliorer en photo, d'aller plus vers un truc qui m'inspire. Sur l'expression, je t'ai vu parler d'un concept, c'était les photographes miroirs versus les photographes fenêtres. Tu peux nous raconter ce que c'est et où toi tu te places? Alors, de ce que tu viens de dire, du coup, j'en déduis que tu te places du côté photographe miroir, si j'ai compris les concepts. Ouais, alors en fait, donc c'est un concept qui est issu d'une expo de John Sarkowski. Il y a un nom à coucher dehors, mais je me plante à chaque fois, qui était un gros directeur de la section photo du MoMA dans les années 70, enfin, pendant longtemps. De mémoire, je sais plus, mais genre 25 ans ou 30 ans, quoi. Il a découvert des tonnes d'artistes photographes gigantesques. Enfin, le gars, dans la photo, c'est un ponte total, quoi, tu vois. Il avait fait une expo, photographe miroir, photographe fenêtre, où il disait qu'en substance, il y avait des photographes qui utilisaient plus la photographie comme une fenêtre sur le monde, donc pour montrer le monde tel qu'ils le voyaient quand même depuis leur fenêtre, donc il y a quand même un aspect personnel, hein, c'est pas juste une représentation du monde, mais c'était plus pour montrer le monde, et il y a des photographes qui utilisaient plus la photo comme un miroir, donc c'était plus pour se montrer eux-mêmes. Alors évidemment, la limite entre les deux n'est pas nette, c'est juste une clé de lecture qui est intéressante, parce qu'effectivement quand tu vois que voilà, tu peux regarder un livre de photos et te demander, tiens, est-ce que le mec il est plutôt fenêtre, plutôt miroir? Et le fenêtre typique, ça va être le photoreportage, ça va être le gars qui va aller, voilà, ça va être Sébastien Salgado par exemple, pour rester dans le très très connu. Genesis, c'est un bouquin que j'ai vu même chez des gens qui ne font pas de photos du tout, donc ma culture en photo se résume à Henri Cartier-Bresson, c'est la seule personne que je connais. Mais tu vois, bon, ça reste un truc assez populaire, et voilà, Salgado, il va aller, il avait fait des trucs quand il y avait eu les puits de pétrole qui fuyaient au Koweït, les mineurs, des trucs comme ça, donc c'est vraiment un côté quand même montrer ça, même s'il a une touche très personnelle pour le faire. Et par contre, c'est vrai que des photographies miroirs, souvent ça va être des trucs un peu plus poétiques, plus mystérieux. Tu vois, tu sens que quand même, finalement, le sujet qu'il représente, il est un peu moins important. Après, où est-ce que je me situe? Au final, en fait, je pense que moi, ça m'aide plus comme clé de lecture à voir dans ma photo qu'est-ce qui est fenêtre et qu'est-ce qui est miroir. Tu vois, c'est de voir que même si, quand tu regardes mes photos, tu pourrais te dire fenêtre, en fait, moi, je passe de la fenêtre au miroir si je commence une série ou un truc comme ça. Le plus souvent, ça va être mon point d'accroche, il va être entre guillemets fenêtre, c'est-à-dire que je vais voir un truc qui esthétiquement va m'intéresser. Je vais faire tiens, c'est marrant ça, puis je vais essayer de le travailler photographiquement. Genre des chiens en Inde. Genre des chiens en Inde, voilà. Un peu comme tu travaillerais un bloc d'argile, tu vois. Il est comme ça, ou peut-être pas un bloc d'argile parce que c'est très malléable, mais peut-être le marbre. Je sais que les sculpteurs, il y a un sens dans lequel tu dois couper ton truc et tu te démerdes avec la pierre telle qu'elle est, et tu as quand même des possibilités limitées. Il y a une certaine contrainte dans ton matière première. Là, c'est un peu pareil. Il y a un truc qui m'attire dans cette matière première. Je vais essayer de la travailler un peu, et en le faisant, je vais réaliser qu'en fait, il y a un sens derrière qui est plus personnel. C'est que je vais réaliser que, par exemple, il y a des trucs qui reviennent. Parce qu'en photographie, tu fais beaucoup de... On en reparlera sûrement, mais pas qu'en photographie, mais dans tout art, je pense, dans toute création. Il y a beaucoup de brouillons, enfin, tu vois, il y a un processus itératif, quoi. T'es obligé de faire, refaire. Et raconte-nous ça, parce que je pense que les gens ils s'en rendent pas vraiment compte, surtout quand ils sont à l'extérieur. Moi j'ai eu le déclic quand sur Facebook t'as posté un truc, et je sais pas si c'est un rapport à ce que je vois dans ton bureau, là il y a un marqué Obama, où tu disais qu'il y avait le photographe d'Obama, ouais. Il avait fait je sais pas 1 million de clichés avant d'arriver à la petite sélection que... C'est ce bouquin-là. Et je pense que les gens ils s'en rendent pas compte, ils imaginent comme la photo c'est un art où tu le prends en instant, je pense que la plupart des gens imaginent que tu prends une photo, et en fait c'est bon. Ouais, tout à fait. En fait, donc c'est vraiment complètement l'inverse de ça. Alors, il y a des exceptions. Certains photographes prennent très très peu de photos, mais j'y reviendrai après sur l'exception. Je vais plutôt parler de la règle. La règle, c'est qu'effectivement, les photographes prennent énormément de photos, et ensuite ils passent par un processus qu'on appelle l'édition, quoi. C'est qu'ils vont trier tout ça et ne montrer que ce qui fait sens pour eux. J'allais dire le meilleur, mais non, parce que c'est pas que le meilleur, enfin, ça n'a pas trop de sens. C'est pas un best-of. Quand tu fais un livre photo, tu fais pas un best-of de tes photos. Tu fais une œuvre complète qui doit fonctionner ensemble. C'est de raconter un récit, tu vois. Il y a l'ordre des photos dans un bouquin, c'est évidemment hyper important. Et du coup, tu vas sélectionner des trucs comme ça. Et d'ailleurs,
Je prends toujours un exemple. Moi, j'ai fait ma première vraie série que j'ai faite, c'était à Venise, et je prenais les gens dans les gondoles, mais par-dessus en fait. Donc c'est vraiment vu dessus, je me mettais sur les ponts. En fait, Venise, le voyage de cette année ou Venise? Non, Venise, il y a 2016, je crois, un truc comme ça. Okay. Ouais, c'est 2016. Donc tu prenais les gens par-dessus les gondoles. Voilà, donc j'étais sur les petits ponts. À Venise, il y avait des petits ponts sous lesquels passent les gondoles, et tu peux te foutre au-dessus et prendre des gens en photo. Et donc c'est rigolo parce que déjà, t'as un angle qui est particulier, et deux, à force d'en prendre, il y a des trucs marrants qui se passent. Alors, 95% des photos, il n'y a rien de vraiment intéressant qui se passait. C'était juste une gondole remplie de touristes japonais qui faisait rien de particulier. Donc, ok, bon. Et puis des fois, il y a un petit instant qui se passe au moment où les gondoles passent sous ton appareil. Et à la fin, il faut éditer tout ça. Donc, j'en ai édité une série de 12. Et je prends cet exemple parce que dedans, il y a une photo où il y a juste une poussette repliée toute seule dans la gondole. C'est-à-dire que sur la photo, évidemment, elle n'est pas toute seule dans la gondole, il y a des gens. Mais sur la photo, on voit pas. Puisqu'en photo, on peut tricher avec le cadre. C'est cool, on peut juste montrer la partie qu'on veut. Et du coup, on voit juste cette poussette repliée dans la gondole. Donc en soi, la photo, bon, ok, c'est une poussette dans une gondole. Mais quand tu la mets dans la série, avec juste avant, t'as une photo où en fait t'as deux parents avec leur petite fille, et les deux parents sont en train de, tous les deux ils ont leur smartphone dans la main et ils prennent une photo, et la petite fille qui est entre deux, et qui elle regarde, tu vois. Ce qui, tu mets le sens que tu veux, tu vois. Moi je vais pas juger les gens sur un micro-instant où probablement ils s'occupent très bien de leur fille, mais à ce moment-là, c'est tous les deux sur leur smartphone et pas en train de profiter avec leur fille. Tu interprètes comme tu veux, mais en tout cas, quand tu mets ça et que juste après tu mets la poussette toute seule, cette photo-là elle prend plus de sens, tu vois. Donc l'association est hyper importante. Et du coup, je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Parce que tu disais que tu avais pris 12 photos à la fin et voilà. t'en avais pris il y en a 12 à la fin. Il y en a 12 à la fin, mais il y en avait plusieurs milliers, probablement 8000 sur la semaine, comme ça. Des fois, il y avait des rafales, hein, donc c'est pas forcément 8000 situations, mais il y en avait beaucoup. Et après, c'est très facile. Tu as pris 8000 photos pour arriver à 12 photos. Ouais. Mais c'est même pas, dans l'histoire, il y a des trucs beaucoup plus, il y a des sélections beaucoup plus drastiques que ça. Parce que moi, c'est sur une semaine, j'ai pris 8000 photos, donc beaucoup en rafale, en numérique, et j'en ai sélectionné 12. Mais il y a deux exemples qui viennent en tête, c'est Les Américains de Robert Frank, qui est un bouquin qui a quasiment fondé la photo de rue. En fait, il y a énormément de photographes qui sont inspirés de ça. C'est comme un album, tu vois, il y a des albums mythiques, je sais pas, le White Album des Beatles, tu vois, par exemple. A priori, tout le monde a, peut-être que je dis des conneries, c'est même pas vraiment le nom, mais à la limite, peu importe, tu vois, mais dans tous les arts, il y a des œuvres où vraiment ça a inspiré plein de gens. Les Américains, ça en fait partie. Dans le bouquin, il y a 72 photos, un truc comme ça. Et il en a pris, il a passé 3 ans sur le projet, et il a pris, je sais plus si c'est 40 000, enfin, puis en argentique, hein, tu vois, donc fallait faire ta page de 36, tu l'enlèves, tu la remets. C'est pas numérique, quoi. Tu vois, c'est un autre délire. Il y a Koudelka avec Gitan, c'est encore pire, j'ai plus les chiffres, mais c'est des nombres qui sont vraiment extrêmement importants. Et effectivement, tu parlais de Pete Souza, le photographe de Mama, qui sur les 8 ans, il a pris, je crois que c'était 1 200 000 ou 1 800 000, enfin peu importe, de toute façon, on est dans des 7 chiffres, de toute façon, c'est énorme. Photographie, et oui, dans le bouquin, je crois combien, mais il en a 150 maximum, je pense. C'est marrant parce que tu parles beaucoup de livres photos. Ouais. D'un point de vue débutant, on imagine l'unité artistique d'un photographe comme étant la photo. Je crois que j'ai même jamais entendu parler de livre photo avant de te rencontrer et de parler avec toi et Thomas. Mais j'ai l'impression qu'au contraire, c'est vraiment le livre qui fait c'est l'équivalent d'album pour la photo. Enfin, l'équivalent en musique, t'as l'album, et en photo, t'as le livre. Je pense que c'est une très bonne comparaison, hein. Parce que effectivement, oui, une photo toute seule peut faire sens. Mais on va pas se mentir, je pense que tu ouvres un de mes livres photos là au pif et tu prends une photo, il y en a que tu vas faire waouh, mais jamais autant que dans le contexte du bouquin. Parce que ça prend plus de sens quand tu as une œuvre entière. Et alors après, il y a des photographes qui produisent. Le truc, c'est que la photographie, tu peux la rassembler de différentes manières au final. Tu peux la rassembler en expo, tu peux la rassembler en livre, tu peux éventuellement la rassembler en diaporama, c'est un petit peu désuet maintenant, mais au final, c'est une possibilité. Et tu peux pas. On a fait une interview avec Thomas d'ailleurs de Jean-Christophe Béchet. Le titre de l'interview qu'on a donné, c'est La photographie est un objet. Et elle est très dématérialisée aujourd'hui. Malheureusement, enfin, il y a des côtés positifs et négatifs, mais on va dire que faut pas oublier que c'est aussi un objet, et sans doute surtout un objet. Et dans le livre photo, effectivement, t'as vraiment le côté album, quoi. C'est une œuvre à part entière. Enfin, pour moi, un livre photo, c'est une œuvre. Effectivement, dedans, chaque photo est aussi une œuvre au sens de la loi, mais même sans doute au sens commun. Mais c'est quand même mieux de. Enfin, tu vois, moi je comprends presque pas, tu vois, les gens qui. Tout le monde fait des playlists avec des chansons de ci, de là, tu vois.
Mais je comprends pas trop le délire de jamais avoir écouté l'album dans lequel est la chanson en question, tu vois. Moi j'ai un côté, mais j'ai envie de la voir dans son contexte, tu vois, qu'est-ce que ça dit dans le contexte d'un album. Surtout si t'as kiffé la chanson, probablement tu vas kiffer l'album, il y a des chances, tu vois, sauf exception. Moi je trouve ça hyper important d'écouter l'album. D'ailleurs quand j'écoute quand même assez souvent des albums plus que des playlists. Voilà. Et quand tu finis un travail, tu l'imprimes en livre, photo? Alors je l'imprime au moins en tirage, parce que pour l'instant les travaux que j'ai faits sont en général les séries 12 ou 16, enfin, des trucs relativement petits, ce qui est un peu petit pour un livre. Donc j'imprime plus donc avant je faisais juste les tirages pour avoir l'objet dans la main, parce que c'est déjà cool. Quand t'as quand même créé un truc matériel jusqu'au bout, c'est moi qui ai pris la photo, c'est moi qui l'ai imprimé, tout, il y a un côté création, tu vois. Et encore en numérique, ça passe par un ordinateur, bon, si tu fais le truc complètement en argentique jusqu'au bout, t'as vraiment la chaîne complète, tu vois. Et là, il y a pas longtemps, je me suis dit, je viens tout juste de terminer un portfolio, qui est donc un objet finalement hybride entre tirage et livre, finalement. Donc c'est quand même, ça reste des tirages volants, mais il y a un côté, tu essaies de mettre dans une boîte, d'en faire une petite présentation un petit peu sympa, tu vois. Notamment à la suite du bouquin de Jean-Christophe Béchet et Sylvie Hugues, qui s'appelle Concevoir un portfolio. Dedans, il t'explique tout l'intérêt qu'il y a à faire, mais aussi comment, enfin, plein d'aspects plus pratiques. Comment tu différencies le portfolio du livre photo? Un livre, c'est relié, quoi. En substance, pour faire simple. Après un portfolio, tu veux pas faire un portfolio de 60-70 images quand même, t'es plus censé avoir une sélection un peu plus petite. Il est aussi fait pour avoir des retours dessus. Moi je l'ai fait notamment parce que je vais aller voir des éditeurs, des galeries, des trucs comme ça, et qui me disent en gros si c'est de la merde ou pas, quoi. Et donc voilà, il est fait pour être vu, évidemment. C'est difficile de demander aux gens de regarder 70 de tes photos. Une vingtaine c'est déjà plus... Puis ça montre aussi ta capacité à sélectionner. Parce que faire un truc de 60-70 photos, c'est facile de sélectionner 60-70 photos. En sélectionner 20, déjà, faire des sacrifices, quoi. T'es obligé de sacrifier des enfants, quoi. Donc, et c'est bien, parce que ça prouve... en fait, en tant qu'artiste, t'es obligé de faire ça, quoi. T'es obligé de montrer que ton meilleur et que ce qui, ensemble, fait un truc cohérent et qui... Et comment tu choisis? Parce que moi, je me dis, tu vois, quand j'écris, j'ai pas... tu mets du temps à écrire, tu vois, ce qui fait que, mine de rien, même s'il y a un processus d'édition, j'ai pas un ratio de 8000 pour 12, ça n'existe pas, c'est en écriture. Comment tu fais pour choisir, pour abandonner les photos? Moi, j'arrive même pas à supprimer les photos dans mon iPhone. En fait, ça n'existe pas en écriture parce que la grosse différence, c'est que la photographie, c'est immédiat. C'est-à-dire le temps et la facilité de créer une photographie, c'est une fois que tu as un appareil dans les mains, créer une photographie, t'appuies sur le bouton, en substance. Donc ça va être très vite. Encore plus en numérique, évidemment, parce que vas-y, fais des rafales de 12 images par seconde, c'est facile d'en jeter 8000, tu vois. Donc il y a quand même cet aspect-là. Et puis aussi, en écriture, en réalité, tu jettes plein de trucs, mais c'est parce que des fois, tu effaces des phrases ou tu réécris un paragraphe parce qu'il n'est pas bien écrit, mais c'est une manière de jeter, c'est juste que tu ne le gardes pas. Ah, mais je le réécris pas 8000 fois, tu vois. Non, tu réécris pas 8000 fois, bien sûr. Mais en réalité, en fait, t'as fait la sélection un peu avant ta tête. Enfin, tu vois, je disais avant que j'avais parlé de l'exception des photographes qui photographient, eux, très très peu. Il y a Andreas Gursky par exemple il a vendu parmi les photos les plus chères du monde et les gens ne comprennent pas parce qu'ils voient sur un écran un truc en petit comme ça, mais en réalité il doit faire 3 mètres de long. J'ai presque peur que ça passe double avec l'interview avec Thomas après parce qu'il va sans doute raconter des trucs similaires avec les mêmes exemples, mais et tu vois, Andreas Gursky fait très très peu de photos dans l'année, mais c'est extrêmement préparé avec ça. Donc au final, tu peux imaginer que dans sa tête il a jeté des idées, c'est juste qu'il n'a pas été jusqu'à cliquer sur l'appareil photo pour la faire, mais il a acheté des idées sans doute. Après, évidemment, les proportions sont différentes selon à quel point. Parce qu'il y a une différence entre vraiment couper des morceaux de la vie qui se passe dehors et sélectionner après, ou faire un truc qui est une approche presque un peu plus plastique, où tu vas d'abord penser à l'idée avant et ensuite à réaliser en photo. Parce que forcément, et en écriture, tu penses d'abord à l'idée. Forcément, ce processus avant, tu vois. Ce qu'il n'y a pas forcément en photo, ça dépend des pratiques. Et du coup, quand tu ne l'as pas en photo, évidemment, tu jettes beaucoup. C'est comme si tu faisais de l'écriture libre et qu'à la fin, tu sélectionnais que les meilleurs passages. T'en jetterais sans doute beaucoup plus. Et du coup, comment tu choisis? T'es là, moi, je prends mon point de vue encore débutant quand je fais parce que j'ai essayé de faire des séries de photos. J'ai lu ce que t'écrivais sur Facebook vite fait. Ouais. J'ai pris mon iPhone, j'ai été shooter des pigeons, je sais pas pourquoi. J'ai jeté des pigeons. J'ai pris plein de photos. Mais comment tu différencies la photo A, la photo B de la photo C? J'ai l'impression de voir la même photo 10 000 fois. Alors, si t'as l'impression de voir la même photo 10 000 fois, c'est que déjà, parce qu'en fait, dans la prise de vue, il faut quand même, faut varier les choses, quoi. Il faut, pour sélectionner, il faut effectivement qu'il y ait des différences, parce que s'il n'y a pas de différence dans des photos, c'est très difficile. Après, s'il n'y a pas assez de différence, des fois, faut juste, des fois, quand je prends une rafale et qu'elles sont toutes pareilles, j'en choisis une au pif, parce que de toute façon, on voit pas la différence, donc on s'en fout.
Mais la première astuce, c'est qu'à la prise de vue, déjà, ben, tu vas tenter plein de choses différentes, quoi. Tourner autour du sujet, zoomer, dézoomer, prendre tel angle, tel autre angle, bon, à l'iPhone, c'est peut-être un peu moins de réglage, tu vois, mais tel type d'exposition, tu tentes une vitesse lente, enfin, tu vois, tu peux tenter plein de choses différentes. Et à la fin, évidemment, si tu as plein de combinaisons différentes, bah, tu vas peut-être trouver, tu vas dire, ah, celle-ci, ok, elle marche bien. Après, comment tu sais qu'elle marche bien? Bah, en réalité, c'est quand même beaucoup, c'est à la fois de la pratique et de la culture. C'est que, évidemment, quand tu débutes, bah, en fait, bon, tu sais pas trop, ça marche bien, tu devines un peu, tu fais, ah, ça a l'air mieux, mais tu t'en es pas hyper sûr. Et moi, des photos que j'avais pu sélectionner il y a 10 ans, maintenant, je dirais, ouais, bon. En vrai, c'est comme tout. Ton goût se développe. Voilà, exactement. Comment t'as fait pour développer ton goût en photo? Bah, je pense que ce qui a le plus développé mon goût, c'est les livres photo, quand même. Clairement, parce que t'es soumis à. C'est compliqué, hein, comment tu développes ton goût en musique, bah, en écoutant de la musique. Comment tu développes ton goût en photo, bah, c'est en regardant des photos, quoi. Mais en regardant des photos que tu sélectionnes un peu. Enfin, voilà, tu vas pas développer ton goût en musique en écoutant la playlist lounge de Spotify, tu vois, qui est de la musique qui est faite pour de la musique d'ascenseur. Tu vas écouter soit tu vas t'intéresser à un genre particulier, tu vas aller à fond dans ce genre-là et tu vas écouter les plus grands artistes d'abord, puis après tu vas aller brancher un petit peu sur des trucs un peu plus cryptiques, etc. En photographie, c'est pareil, il y a aussi des grands genres. Si tu vas en mode complètement néophyte, bah, tu peux regarder un petit peu ce qui se passe dans chaque grand genre, puis voir dans lequel tu veux creuser un peu plus. Mais c'est avant tout regarder de la bonne photographie. Et pour regarder de la bonne photographie, ben, c'est pas compliqué, la bonne photographie, elle est dans les bouquins, en particulier chez les bons éditeurs. Après, c'est difficile de gagner de l'argent avec des livres aujourd'hui, donc il y a quand même pas beaucoup de mauvais éditeurs. Je veux dire, Ouais, si c'est mauvais, l'éditeur il va crever, en fait, sans doute. Il y a même des bons éditeurs qui crèvent. Donc, après, il y a des gens qui s'auto-éditent aussi, des fois, qui s'appellent du très bon travail ou du très mauvais. Des fois, ils veulent faire un livre photo et ils mettent un billet de 5000 pour avoir leur livre, ce que je comprends, non, évidemment. Mais du coup, ça ne présage pas de la qualité. Par contre, il y a des éditeurs qui sont quand même. On sait qu'ils publient du taf hyper bien, donc normalement, si c'est chez eux, c'est que c'est bien. Parfois, tu vas pas comprendre parce que c'est un peu cryptique ou un genre que. Mais en tout cas, il y a des chances que ce soit de qualité. Et puis les expos dans des grands lieux, des grands lieux de la photo en France, il y en a quelques-uns. On est quand même. On est vraiment le pays qui l'a inventé. Hein, donc, c'est vrai. La photo a été. Et c'est ouf, c'est qu'il y a un passage de. À l'époque, en fait, c'est la France, le gouvernement français a acheté le brevet de l'invention à Daguerre pour le mettre dans le bain public après. Si tu peux imaginer le délire, c'est ça, aujourd'hui, mais jamais de la vie. Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais il y avait un côté rayonnement international de l'innovation. Et voilà, il y a aussi un Anglais qui a inventé un procédé similaire quasiment au même moment. Bon. Mais officiellement, c'est la France qui l'a inventé. Et en réalité, tout le monde, c'est comme tout, hein, souvent la convergence technologique fait que tout le monde invente plus ou moins le truc au même moment. Mais bon, c'est quand même le cas de la photographie, on a beaucoup de grands photographies, donc on a de la chance que culturellement, il y a des musées, il y a des expos, il y a des choses qui se passent. Même si c'est quand même plutôt les grandes villes, hein, donc j'ai conscience que s'il y en a qui habitent un peu dans la campagne, c'est plus difficile. Mais il reste les livres. Et ce que j'allais dire, dans tous les cas, il reste les photos. Oui, ça c'est clairement ce qui. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait évoluer mon goût. Non. T'as conseil de livre pour débutants? Le type de livre, de comment tu choisis un livre? T'es là, tu débutes. Ou alors c'est peut-être comme dans les comics. Moi, je sais que j'ai commencé les comics, donc les BD de super-héros. Un mec m'a dit en fait, va au hasard, prends un comics au hasard, et vois si t'as aimé. Puis tu vas rebondir de fil en mesure. Même si t'as des grands classiques, en vrai. Je pense que c'est. Ouais, alors après, je sais pas si j'irais au hasard, parce qu'il y a quand même des trucs en photo. En fait, le problème, c'est que si tu commences, que vraiment t'as pas spécialement de goût photographique. Ce que je dis pas péjorativement, hein, moi aussi je n'ai pas eu de goût photographique. Personne n'est né qu'un goût photographique, ça n'a aucun sens. Quand tu commences, j'aurais quand même tendance à dire d'essayer d'aller un petit peu dans un genre qui au moins te parle. Et c'est très intuitif, hein, je veux dire, une photo c'est visuel, c'est immédiat, tout le monde a déjà vu plein de photos, on est dans un monde très photographique finalement. Donc déjà regarder un petit peu ce qu'il y a comme genre et comme artiste, essayer de commencer déjà avec des trucs qu'on aime un peu, parce que je pense que c'est bien, c'est bien d'avoir un premier sentiment positif, tu vois. Parce que là, si tu commences c'est comme si tu commences avec un comic, mais que c'est pas du tout son style, ça peut rebuter les gens qui, tu vois, ça peut les faire fuir, quoi. Si je continue l'analogie, je ne lis que des comics dont j'aime le dessin. Il y a des dessins, j'ouvre le truc, on me dit que c'est génial, et je dis, et j'arrive pas à lire parce que le dessin me... Exactement. Et il y a des gens qui, par exemple, ils vont pas aimer un genre photographique parce que, juste, il y a des gens qui aiment pas le noir et blanc, par exemple, tu vois. Ils peuvent pas regarder les photos noir et blanc. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Les photos de couleur, c'est pas assez artistique pour eux, je sais pas quoi.
Et oui, alors après, tu as des grandes références qui ont influencé plein de photographes après, mais je suis pas sûr que ce soit obligé de commencer par là. Moi, j'aurais tendance à dire de commencer par des trucs plaisir. Et toute la collection des photos poches qui est pas chère du tout. Et qui est cool parce que c'est un petit format, ça permet de découvrir un photographe assez rapidement, c'est un prix hyper réduit donc tu peux quand même en acheter quelques-uns. Parce qu'un livre photo, bah, forcément, c'est pas un truc juste imprimé sur du papier de riz, quoi. Donc, souvent, un livre photo, bon, c'est quand même difficile d'en avoir moins de 30 balles. C'est plutôt 40-50 pour les beaux livres, donc tout de suite, ça peut faire un musée. C'est budget. Bon, il y en a quand même en dessous de ça, mais bon. T'as développé ton goût, comment tu fais pour avoir des idées de photos, de séries, tu me parlais de gondoles, comment un jour t'es là et tu te dis je vais photographier des gondoles, qu'est-ce qui te... En fait, ouais, je trouve que l'idée c'est presque... Enfin, il y a certains photographes qui bossent avec une idée d'abord, qui ont vraiment une espèce d'idéation dans leur tête et ensuite ils vont le faire. Même si, très probablement... à mon avis, l'idée se modifie une fois que tu es en train de le faire parce que la réalité reprend le dessus. Mais moi, en tout cas, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je fonctionne plutôt de manière je vais photographier et je vois ce qui se passe. Donc là, par exemple, à Venise, où j'ai fait 4 workshops comme ça, dont le but est de passer une semaine à un endroit et de sortir avec une série cohérente de 12 photos. Donc tu vas à Venise et tu dis déjà que le but c'est ça, c'est un voyage photographique. À la fin de la semaine, tu sors pour ça. Donc déjà, tu sors de chez toi à Lille et tu prends des photos. Même si je l'ai fait, mais j'ai fait avec de l'expérience. Parce que c'est bien d'avoir ce côté très cadré, parce qu'au moins t'es là que pour ça. Donc 100% de mon énergie était consacrée à ça. Donc t'as pas d'autres trucs en tête, t'es vraiment juste là-dessus. Donc ça aide beaucoup à rentrer un peu dans un état de flow, quoi. Parce que forcément, bah, t'es là que pour ça, t'as pas de distraction, tu vas là-dessus, quoi. Et donc en fait, ça se passe. La première phase, c'est une phase d'exploration en fait. Donc en gros, j'ai marché dans Venise, j'ai pris en photo tout ce qui me donnait envie d'être pris en photo, sans pas se retenir. En plus, c'est numérique, c'est gratuit, donc t'as vraiment pas besoin de te retenir. Il n'y a aucune raison de. Si tu te demandes s'il faut prendre une photo ou pas, prends-la. Ou pire, tu la jettes. Enfin, il n'y a vraiment pas de coup, quoi. Et donc juste prendre beaucoup de photos. Et l'idée, c'est d'identifier le plus vite possible, mais pas trop vite non plus. Donc en général, au bout de 2 jours, tu vois, d'identifier un fil rouge, quoi, des trucs qui reviennent. Tu vas te dire, qu'est-ce qui... donc vraiment, t'es pas venu avec l'idée. T'as pris des photos au hasard, c'est de l'idée... En fait, j'étais déjà venu avec des idées, mais systématiquement, l'idée ne marchait pas dans la réalité. En fait. C'est que dans la réalité, en fait, bah, soit ça fonctionnait pas visuellement, soit l'occasion se présentait jamais, soit, enfin, tu vois. Donc moi, en tout cas, dans mon processus photo, je préfère beaucoup partir de ce que ça m'offre, ce que à la fois l'environnement m'offre, enfin la combinaison de ce que l'environnement m'offre et de ce que mon cerveau perçoit dedans, quoi. Et c'est rigolo parce que je suis allé 3 fois en Venise en workshop, j'ai fait 3 séries différentes, complètement différentes, vraiment absolument rien à voir, tant j'étais au même endroit, enfin... C'est-à-dire complètement différentes bah c'était... Il y en a une, c'est les gondoles. Ouais, il y en a une, c'est les gondoles, en noir et blanc, vue de dessus, format carré. La deuxième, c'était en couleur. C'était uniquement des images prises dans les reflets de vitrine. Ça commençait à être un peu graphique et pas abstrait, parce que tu voyais quand même encore un peu les gens dedans, etc. Mais il y avait un côté très... plusieurs couches, c'est un peu compliqué à lire. Et la dernière, c'était en couleur aussi. Alors c'était en novembre dernier, quand il y a eu quasiment la marée du siècle à Venise, donc on avait littéralement les pieds dans l'eau tout le temps, et tout, c'était assez impressionnant. Et là, c'était que des multi-expositions. Donc c'est quand tu exposes plusieurs fois le même... à l'époque, c'était négatif, maintenant c'est le capteur, mais tu surposes plusieurs photos avec une certaine forme de transparence, quoi. Qui était en couleur aussi, et qui là, pour le coup, était beaucoup plus... c'était assez chaotique en fait, et c'est rigolo parce que là, je me suis rendu compte que au fur et à mesure de la semaine, parce qu'en fait les inondations ont augmenté avec la semaine, donc au début il y avait un peu les pieds dans l'eau et à un moment il y a des moments où on ne pouvait pas sortir parce que tu avais de l'eau jusqu'à la taille, quoi, donc c'était un autre délire. Et en fait mes photos sont devenues plus chaotiques et plus presque violentes visuellement avec la semaine, tu vois. Parce que c'est quand même un certain stress de... En plus, moi, je suis légèrement phobique de l'eau, donc... Enfin, c'est pas la situation la plus confortable pour aller faire une semaine photo, on va dire. Et mes photos sont... Je trouve, ont pris mon humeur, en fait. Ça s'est transféré de manière visuelle, c'était assez intéressant. Et oui, à chaque fois, je suis arrivé sans idée préconçue. C'est juste... j'ai vu un truc, je fais « Ah, intéressant ». Et quand il y a 2-3 images qui marchent vraiment bien, un petit peu avec un fil rouge, tu te dis « Ok ». Je vais me fixer ça, et en fait à partir de ce moment-là, il faut se fixer des contraintes, quoi. Donc première série, je m'étais fixé la contrainte, ok, je vais prendre des gens vus de dessus dans les gondoles, en noir et blanc, au format carré,
Et je savais que, vu les conditions de lumière et quelques paramètres techniques, il fallait que je sois dans un endroit où les gens soient plutôt au soleil dans les gondoles. Tu vois. Donc j'ai repéré quelques ponts, et en fait j'ai fait les totalités de ma série sur 2 ou 3 ponts à Venise. Parce que c'est les meilleurs endroits en fait. C'est là où ça marche mieux. C'est parce qu'il fallait beaucoup de passages, parce qu'évidemment il faut multiplier ta chance pour qu'un truc se passe. Donc je pouvais pas prendre un endroit où ça passait pas beaucoup. Et il me fallait beaucoup de lumière. Donc du coup, en fait, très rapidement, tu arrives à une toute petite zone où tu peux faire ton travail. La deuxième, c'était que des reflets dans des vitrines. Dès qu'il y avait une vitrine, je regardais, ok, est-ce qu'il y a un truc intéressant visuellement? Bon. Et des fois, j'attendais. J'attends que quelqu'un passe pour qu'il y ait un événement, une personne qui va se refléter, qui va répondre à un élément dans la vitrine. Enfin, il y avait des choses qui pouvaient se passer, quoi. Donc c'est vraiment choisir une contrainte. Et ensuite s'y tenir. Ah, on choisit une contrainte. Ouais, c'est ça. Les contraintes, ça aide vachement en fait. Parce que le problème, c'est que quand tu as toutes les possibilités du monde, c'est clair. Tout est possible tout le temps, et du coup, tu sais pas sur quoi te fixer. Je crois que c'est valable indépendamment, enfin, sur tous les arts. Ouais. Dès que tu te mets une contrainte, c'est beaucoup plus simple de créer des trucs. Complètement. Et du coup, là, j'avais ces contraintes très claires, et à partir de là, dans ces contraintes-là, tu fais ce que tu veux. Et là, en fait, ça stimule énormément la créativité, parce que du coup, t'es vraiment. T'as un objectif, et du coup, tu ne vois plus le reste. Ce qui est très bien en fait. Les gens pourraient dire oui, mais je pourrais arrêter d'autres bonnes photos. Oui, mais oui, certes, mais tu ne pourras jamais faire toutes les photos qui existent, ça n'a aucun sens. Donc oui, tu vas rater d'autres bonnes photos. Mais à la fin, tu vas faire un truc qui sera cohérent et tu vois, qui aura un sens ensemble, quoi. Et il sera beaucoup plus intéressant pour montrer aux gens en revenant de vacances. Puis même, ça t'aide aussi à te discipliner, à faire des trucs. Ouais, parce que toi qui parlais de pas se lever le matin, quand t'as juste la feuille blanche, t'as le tout. Tu fais quoi? Ouais, exactement. Raconte-moi un moment où t'as été en panne artistique. On vit tous des périodes où on crée beaucoup moins, pour une raison ou une autre. C'était quand Je pense que je le ressens. Enfin, en photo, c'est compliqué parce que j'ai eu pendant longtemps je vais séparer photo et création de contenu, qui est aussi une forme d'art, si on veut. En tout cas, c'est de la création. Et en photo, pendant longtemps, j'ai quand même fait de la photo surtout en voyage. Du coup, au final, le contexte faisait que j'étais dans un mode créatif où, quand je rentrais à Lille, je photographiais pas tellement. Là, depuis 1 an et demi, je fais quand même pas mal de photos à Lille. Alors après, là aussi, j'ai mes contraintes, qui sont des contraintes notamment météorologiques. Donc, c'est simple. Quand il n'y a pas météo, la question se pose pas. Parce que je bosse sur un projet en particulier qui nécessite telle lumière. Donc, voilà. Par contre, à l'inverse, dès qu'il y a cette lumière, qui est en plus un peu rare, parce qu'il me faut du soleil, tu vois, on est à Lille, donc pas non plus, tu vois, j'ai pas choisi le truc le plus... Mais bon, j'y parle, visuellement, c'est ce qui me plaisait, donc peu importe. Et du coup, quand il y a cette lumière, par contre, ça me motive. C'est que du coup, il y a une opportunité. Donc, je vais essayer de décaler mon planning aujourd'hui. Si j'ai pas un truc qui est particulièrement urgent, je vais me consacrer un moment à la photographie maintenant, parce que c'est l'occasion d'aller faire une pellicule. Voilà. Il y a 2 ans, t'étais frustré de pas photographier, tu me disais. Ouais, parce que du coup, le problème c'est que comme c'était en voyage principalement, c'est avant que tu fasses la décision de... Ouais, voilà. Donc c'est que, il faut y aller, et puis 2, en vrai, il faut y aller exprès pour ça. Parce que là, je suis parti en vacances cet été, oui, j'ai fait un peu de photos, mais j'ai rien fait qui soit artistiquement intéressant. J'ai fait quelques jolies photos, ce qui est cool, c'est toujours plaisir, tu vois, c'est toujours bien, tu vois, je fais quelques photos du balayage, machin, mais c'est pas spécialement intéressant. Mais bon, quand il faut photographier, tu peux pas te retenir non plus. Mais il faut partir seul. Tu peux pas te retenir? Tu peux pas te retenir? Je sais pas, il y a toujours si un truc m'intéresse visuellement, il y a une frustration de pas prendre la photo, tu vois, quand même. Donc, faut que je la prenne. Du coup, tu pars toujours avec un appareil? Oui, je pars toujours avec un appareil. Alors, je vais pas jusqu'à les gens qui disent, si t'es photographe, faut jamais sortir sans appareil. Non, c'est des conneries. Si tu peux, parce que tu veux ta vie. Si dans un bar avec des copains, t'es pas obligé d'avoir un appareil avec toi. Mais, j'essaie de un peu plus prendre un appareil avec moi maintenant, parce que je me rends compte qu'au final, le quotidien, il y a aussi des trucs très cool qui se passent et que ça peut être bien, même si ça ne rentrera jamais dans un projet, c'est quand même des trucs. Ce qui est d'ailleurs une grosse spécificité de la photo. Oui. Parce que quand tu écris, tu peux toujours prendre un truc avec ce que tu veux. Quand t'es un photographe, t'as pas un pareil, quoi. C'est ça. Et du coup, donc ouais, c'est vrai que sur la photo, j'avais avant le côté, il faut être en voyage exprès pour ça, pour que vraiment je fasse un truc significatif. Ce qui pouvait être un peu effectivement un chouïa frustrant. Maintenant, je l'ai moins, vu que j'ai quand même ces conditions ici pour ce projet-là. Puis comme c'est un projet plus long terme, l'idée pour moi c'est d'en faire un livre, j'aimerais bien en faire un livre, si c'est assez bon. Parce que je veux faire le livre, c'est un vrai éditeur. Enfin, l'auto-édité pour moi, ça n'a pas de sens, parce que je veux que le truc, il n'y a pas qu'à moi que ça plaise. Si j'arrive à convaincre un éditeur, ça veut dire qu'à un moment, il y a quand même une certaine reconnaissance de la qualité du taf, et ça fait partie de tout ce que j'en charge dedans, tu vois. C'est complètement assumé. Donc si aucun éditeur trouve ça intéressant, tant pis, je ferai un autre projet, peut-être que celui-là n'est pas assez bon, quoi. C'est pas très grave.
Et du coup, et par contre, sur l'aspect création de contenu, là, ça varie beaucoup, effectivement. Parce que j'ai eu des pannes créatives. C'était question d'énergie, hein, je pense. Vraiment, il y a des moments, il peut y avoir soit des moments de l'année ou de la journée, enfin, tu vois, selon ce que j'ai en tête. C'est quoi ta question? C'est que je décrive mes pannes créatives ou que tu décrives tes pannes créatives et et après comment t'en sors, mais déjà qu'est-ce que en fait, ton histoire est particulière parce que quasiment tous les gens à qui je parle ont été à un moment un écrivain qui n'écrit pas, un photographe qui photographie pas, etc., etc. Toi, vu que t'as commencé finalement assez tard la photo dans ta vie, j'ai l'impression que t'as toujours photographié. Alors oui, alors ok, si je vais quand même dire un truc sur la photo, c'est que avant que je découvre un peu le côté artistique, que je découvre qu'en fait, t'es pas obligé de juste représenter les choses. J'ai découvert notamment parce que ça commençait à m'ennuyer un peu, quoi. Ah, donc tu savais pas dès le début ça? Non, au début j'étais dans le pratique amateur, tu vois. D'accord. Pratique amateur, c'est. Ce qu'on appelle amateur, c'est le moment où tu prends des photos pour prendre la réalité. C'est ça. Tu représentes, quoi. Tu représentes ton sujet. Donc tu fais un joli paysage, éventuellement un joli portrait de quelqu'un, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de toi dedans, mais très probablement très peu, et en tout cas surtout c'est pas une priorité. Et quand t'es artiste, j'ai piqué aussi cette idée à Jean-Christophe Béchet, encore une fois. Mais bon. Et du coup, moi quand j'étais encore dans cette pratique amateur, ça commençait à m'emmerder en fait. Je commençais à m'ennuyer. J'ai pas tout de suite compris pourquoi. Je pense qu'il y a eu, mais je commençais à sentir que ça m'intéressait plus autant de prendre des photos en fait. Et je pense que alors à quel moment exactement ça a switché là-dessus. Bon, ça a participé au fait de m'emmener là-dedans. Et oui, je pense qu'en fait il y a un moment quand même je prenais moins de photos parce que je trouvais plus trop d'intérêt, quoi. Mais c'est parce que c'était pas créatif ce que je faisais en fait, en réalité. La photo amateur n'est pas très créative. Et ça reste quand même bon. Et quand on est rendu compte? Bah écoute, je pense qu'il y a un mélange de lassitude, j'ai lu des trucs aussi, tu vois. Je pense que David Duchemin, qui est photographe canadien avec qui je bosse maintenant, je dis de ses formations en français, etc., qui écrit beaucoup, lui il est photographe, mais il écrit aussi beaucoup sur la créativité. Franchement, certains de ses livres sur la créativité, n'importe quel créatif peut les lire, tu vois. Vas-y. Il vient de sortir pour l'instant que en anglais. J'espère les éditer en français l'année prochaine, mais enfin si je veux le faire ça se fera, mais j'ai tellement de projets que c'est pas sûr que c'est l'année prochaine. Il y en a un qui s'appelait Start Ugly. Okay. Et comme son nom l'indique, l'idée c'est quand tu commences une création, tu commences moche en fait. Tu commences par faire un truc moche et après tu l'améliores. Pas avoir peur de commencer moche. Il y en a un qui s'appelle The Problem with Muses, le problème avec les muses, qui est une compilation de ses podcasts sur la créativité. Il a d'ailleurs un podcast sur la créativité qui s'appelle Beautiful Anarchy. Cool. Donc tout ça est en anglais, mais ça fonctionne, je pense, même pour les non-photographes, même si les exemples sont sans doute plutôt photographiques, mais ça fonctionne. Et lui, en fait, il m'a beaucoup. J'avais pris. Je le suivais un peu, je crois, parce qu'il y a quand même fait des bouquins qui ont bien marché sur la photo. Donc, je devais le suivre sur son blog, tu vois. Et j'ai acheté sa formation de Creative Image, qui est en fait un site de conférence qu'il avait fait sur la créativité. Et en écoutant le truc, j'ai un peu pris une claque sur le truc. Je fais ah ouais, d'accord, ok, je pense que c'est sans doute ça mon problème, quoi. D'ailleurs, j'ai fini par éditer la formation en français. En résumé, ça disait quoi? C'est difficile de résumer parce qu'il doit y avoir genre 2 jours de conférence, donc il y a genre 16 heures de contenu, tu vois. Donc, c'est quoi l'idée phare qui t'a percuté à ce moment? En fait, je sais pas s'il y a une idée phare qui m'a percuté, c'est juste qu'en fait j'ai réalisé que ce que je faisais c'était pas vraiment créatif et que du coup c'était assez normal si je m'emmerdais parce que au final il n'y avait rien de moi dedans, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est bien de savoir faire un truc techniquement, mais très rapidement c'est pas. Enfin, ça perd son intérêt, il faut que c'est le faire en fait. T'as un truc, c'est le faire, tu fais ok, cool, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et du coup, donc lui, je pense que ça m'a pas mal inspiré. Après, il y a eu un petit peu après ça, il y a eu plus ou moins en même temps. J'ai fait passer rigolo parce que je sors une vidéo là-dessus dimanche, mais demain. J'ai fait un voyage au Royaume-Uni, en Irlande, de 5 semaines, tu vois. Et en fait, je suis revenu et j'étais, je pense, un peu frustré parce que j'ai fait beaucoup vraiment de photo amateur. Je pense que j'ai senti que ça m'avait un peu fait chier. J'ai pas trop compris pourquoi. Ensuite, il y a eu David qui est arrivé. L'année suivante, j'ai vu une expo de Nick Borand, qui est un photographe que j'adore, dans un musée à Stockholm. Et je pense que là, j'ai renoué avec ce qui m'avait peut-être fait photographier au départ. À ce moment-là, j'ai fait putain, mais attends. Parce que j'ai pleuré devant une photo, tu vois, là-bas. Donc, c'est quand même assez fort. Ouais, quand même. Il fait des tirages de 1m50 de haut, tout. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, il y a un tirage de Nick Borand au mur, là. Il y a 2 tirages de Nick Borand chez moi. J'ai cassé ma tirage pour en acheter parce que ça me rappelle tous les jours que.
Enfin, tous les jours, c'est pas vrai, parce qu'en vrai, quand tu fais ça chez toi, tu deviens un peu un connard, tu les vois plus tous les jours. Alors que c'est extraordinaire, mais à chaque fois que je le revois, quand même, je reprends les claques. C'est toujours agréable. Et donc, j'avais vu cette expo de Nick Brandt à Stockholm. J'ai chialé devant une photo, et je me suis dit, putain, quand même, est-ce que j'essaierais pas de faire ça plus tôt? Ce qui te reconnecte avec le tout début, parce que tout début, tu me disais, t'as vu une scène avec des feuilles d'American Beauty. Exactement. Mais le gros problème de la photographie telle qu'elle est enseignée en ligne, et je fais partie de ceux qui enseignent comme ça, mais le problème c'est qu'en fait tu as un aspect technique au départ, et que quand tu commences, ta première question c'est quelle est la photo que je vais acheter. Ta deuxième question c'est quel objectif je vais acheter, et ta troisième question c'est comment je fais pour l'utiliser. La première question c'est pas qu'est-ce que je veux exprimer avec. Tu vois. Est-ce que tu penses que justement le fait de toi enseigner en ligne, parce que t'as un blog, on l'a pas dit, ça, on s'est tellement vu d'un ou deux qu'on ne le dit plus, t'as un blog qui s'appelle Apprendre la photo. Est-ce que justement le fait d'avoir ce blog Apprendre la photo, c'est peut-être ça aussi qui t'a fait perdre de vue le côté artistique, parce que vu que tu ne t'exprimais que pour enseigner de la technique. C'est possible, mais je pense pas que je m'en serais rendu compte plus tôt, parce qu'au final, quand je regarde les gens qui juste font de la photo en amateur, en fait la plupart se rendent pas compte de ça. Avant que plus ou moins quelqu'un leur dise quoi. Maintenant j'essaie de remplir ce rôle, et Thomas aussi, de quelqu'un qui leur dit hey, vous commencez à vous faire chier, c'est peut-être comme moi en fait, c'est possiblement que vous faites que la présentation et qu'en fait ça commence à vous ennuyer. Mais oui, après je sais pas si ça a vraiment retardé, je m'en serais peut-être c'est quoi, je m'en serais peut-être même pas rendu compte du tout si j'avais pas fait de blog, parce qu'au final j'aurais peut-être moins réfléchi sur la question, et du coup peut-être que j'aurais juste arrêté la photo. Il y a plein de gens qui arrêtent la photo aussi parce que ça les emmerde au bout d'un moment. Donc, puis aussi parce qu'ils en tirent pas de revenus et que du coup il faut bien vivre et que. Oui, voilà. Puis en fait, t'as beaucoup de gens, c'est rigolo parce que moi j'ai beaucoup de gens dans mes clients qui sont des boomers en gros. Boomers c'est devenu un peu péjoratif maintenant, mais j'ai aucun problème avec mes. Des baby boomers. Avec mes clients boomers, je vous aime. Et en fait, je parle d'eux parce qu'ils ont un profil qui est souvent très très similaire, c'est qu'ils ont fait de la photo quand ils étaient jeunes, en argentique à l'époque. Ensuite, ils ont arrêté parce que boulot gamin. En substance, et ils arrivent à la retraite, leurs gamins sont partis, et ils disent tiens, je me vois très bien la photo, mais c'est numérique, donc c'est un peu, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer, et puis ils ont oublié parce que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas touché un appareil ou plus, et oui, comme tu dis, effectivement, ça n'en tire pas de revenus, c'est juste un hobby, et il y a plein de gens qui abandonnent leur hobby parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Je veux dire, quand t'as un taf un peu prenant et des gamins, quel est ton temps pour faire de la photo en réalité, tu vois, quand est-ce que t'en fais? C'est compliqué. Encore plus si tu veux en faire artistiquement. Après, il y a plein de photographes artistes qui ont des enfants, c'est juste qu'en général, c'est des mauvais parents, quoi. Il faut choisir. Je sais pas si c'est des mauvais parents, je dis ça un peu par la punchline, mais. C'est juste, il y a forcément une forme d'absence. Forcément une forme d'absence, tu vois. C'est pas parce que t'es absent que t'as mauvais parents. Je pense qu'il y a des parents présents qui sont moins bons que des parents absents. Mais il y a forcément une forme d'absence. Enfin, si tu vas. Il y a des photographes, voilà, tu vas voyager 3 mois pour faire le truc. Il y a une conséquence à vie de femme, il est obligé de faire des choix, quoi. Bref, je sais pas pourquoi je vais pas parler de ça, ça va peut-être un peu loin. Non, au contraire, j'avais même te demandé comment tu gères ça, toi, au quotidien. Il y a une phrase que j'adore d'Amso, c'est je fais ce que j'aime au prix de perdre ce que j'aime, avec SCEUX. Comment je gère ça? Après, on va pas se mentir, je fais pas de. Je suis pas comme certains photographes qui, effectivement, on parlait de Koudelka tout à l'heure. Il y a un livre qui s'appelle Gitan, et lui il a vécu quasiment, pas quasiment, enfin il a vécu comme un sans-abri pendant des années juste pour sa photo, quoi. Volontairement, ouais. Il couchait dehors s'il fallait, etc. Il était toujours vraiment en vagabond. C'est quoi l'intérêt? En vagabond, parce que ça lui donne parce que du coup il va dans des endroits où il peut pas forcément loger autrement, il faut qu'il finance un voyage très très long sans argent parce que la photo ça paye pas. Tu vois, et puis je pense que c'est aussi un style de vie, c'est un peu il y a des gens, tu vois, je sais pas, un Bukowski ou tu vois, le côté un peu être sur la route, je pense que c'est aussi un style de vie qui transforme ta photo. Tu vois, la manière dont tu vis, ça transforme forcément ta photo. Le mythe de l'artiste bohème, quoi. Vrai artiste bohème. Ouais, voilà. Et lui c'est pas le mythe, pour le coup, c'est vraiment, c'est la réalité, quoi. Et il y a aussi beaucoup de photographes qui, sans aller jusque-là, pour autant, s'investissent dans leur art. Tous les photographes animaliers qui font un travail artistique correct, et ils sont pas nombreux parce que la plupart des photographes animaliers font du travail très, très représentatif, mais ceux qui font un travail artistique, c'est des grands malades. Ils partent trop loin dans l'Himalaya, ils dorment dans une tente par -12 quand il fait chaud. Ils ont un investissement énorme dans leur art que moi j'ai jamais parti trop loin dans l'Himalaya. Je sais très bien que j'ai pas la flamme pour ça ou la motive. Pourquoi? Parce que bizarrement, t'as quand même j'aime trop mon confort ou je suis trop branché, je sais pas, tu vois. D'accord.
je vais pas faire une photographie, je peux pas faire de la photographie de Koudelka parce que je suis trop bourgeois, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pas ma personnalité. Enfin, après, tu vois, voilà, il y a aussi des photographes qui, j'imagine, sont très confortables dans leur vie et qui aussi font un bon travail artistique, c'est juste une vision différente, tu vois. Et comment tu fais toi pour te motiver, sachant que t'as créé un revenu, ton blog qui est conséquent, qui fait que t'as plus besoin d'en vrai de travailler? Oh bah de toute façon, je fais pas la photographie que je fais, je la fais pas pour gagner de l'argent. Mais pourquoi tu te lèves pour faire de la photo? Je me lève pas. Oui, ça, on se lève pas. Et quand tu sors ton livre, pourquoi tu... En fait, c'est un besoin d'accomplissement personnel, tu vois. C'est un besoin de faire autre chose aussi, parce que tu vois, au final, dans le business, j'ai quand même à peu près réussi. Enfin, on peut considérer que j'ai réussi. Enfin, même si je n'ai pas la réussite, j'ai plus tendance à penser que c'est un truc long. Enfin, c'est pas un point, tu vois, c'est plus une ligne. Mais là, je vais pas trop à me plaindre là-dessus, quoi. Mais c'est aussi c'est un besoin de s'exprimer, tu vois. C'est de me dire, ok, qu'est-ce que je peux, jusqu'où je peux aller avec ça. Puis bon, j'ai que 32 ans, tu vois, donc j'ai encore facilement une quarantaine d'années pour faire des trucs significatifs en photo. Donc, Et puis, ouais, il y a quand même il y a un truc qui me pousse, tu vois, parce qu'en fait, au final, c'est un peu difficile d'y aller. Tu vois, je disais, ouais, ça me motive quand il y a la bonne météo pour mon projet. Ça me motive, mais il faut quand même un petit peu me mettre le coup de pied au cul. Il y a un petit vas-y, allez, vas-y, fais un petit effort, sors. Par contre, dès que j'y suis, c'est hyper agréable. Et comment tu te motives? Comment tu fais le pas de je suis dans mon lit à boum, je sors? Je pense qu'en vrai, il y a la visualisation de l'objectif quand même. Tu vois, c'est que franchement, avoir mon bouquin, j'aimerais bien. Tu vois, quoi. C'est que je vois les 100, je sais pas, 110 ou 120 bouquins qui sont dans la bibliothèque là. Je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait le mien quand même dedans. Ce serait cool. Je pense que c'est quand même ça qui me. Et de toute façon, ce projet n'arrivera pas à ça, mais dans tous les cas, si ce projet n'arrive pas à ça, ce sera quand même un jalon important pour que je finisse à arriver à ça. Et puis aussi, je pense que ça me donne des... J'ai remarqué par contre, il y a quelques années, j'ai essayé de marier le côté art et business, et en fait j'ai remarqué que ça marchait pas si les deux étaient pas en synergie, quoi. C'est-à-dire que si faire de l'art, ça mangeait sur l'aspect business, ça marchait pas. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait j'ai une partie entrepreneur en moi, tu vois, et si cette partie-là, elle est frustrée parce qu'on lui prend du temps pour faire autre chose, elle va se battre un peu contre, tu vois. C'est un peu comme s'il y avait un petit entrepreneur sur l'épaule gauche et un petit artiste sur l'épaule droite, et qu'il faut que les deux soient contents. C'est fou parce que tous ces gens dont je fais partie qui avaient lu ce livre La semaine des 4 heures, j'en connais aucun qui travaille vraiment 4 heures. Vous avez l'air d'être piqué par le jeu entrepreneurial en vrai. Ouais. Après, ouais. J'ai vous en incluant dedans, mais. C'est pas. Je prends quand même des. J'ai pris plus de mini-retraites avant, où j'ai fait vraiment genre des voyages de 2 mois et je m'en bats les couilles, je travaille pas, quasiment. Pas vraiment là, franchement, je devais être à 4 heures par semaine sans doute. Mais après, quand t'as. Le truc, c'est quand t'as. Mais même Tim Ferriss, il travaille pas 4 heures par semaine, en fait, je pense que c'est surtout un bon titre, mais la semaine de 4 heures, ça révèle surtout que tu n'es pas obligé déjà de travailler à temps plein ou plus, que tu peux créer des revenus qui sont automatiques ou au moins semi-automatiques, et que tu peux aussi gérer ta vie d'une manière différente que la semaine de 40 heures et 40 ans de travail et la retraite à la fin. Enfin, ça te montre surtout qu'en fait, t'as beaucoup plus de liberté que ce que tu penses. Enfin, si tu arrives à la mettre en place, évidemment, mais tu as cette possibilité d'avoir cette liberté d'organiser un peu ta vie de manière très très différente des gros blocs qui sont le modèle proposé par la société, quoi. D'ailleurs, pour les gens qui connaissent pas du tout, je t'ai coupé au tout début, raconte comment on crée un revenu de cette manière. Comment t'as créé un revenu de cette manière? En substance, pour faire le résumé, on fait du contenu gratuit pour réunir une audience. Du contenu gratuit de bonne qualité, hein, évidemment, parce que sinon tu vas pas rien grand chose si tu dis n'importe quoi. Bon. Gratuit, intemporel. Voilà, gratuit, intemporel. Pas faire de la news, hein, parce que surtout ça change très vite, parce qu'il est maintenant. Donc du contenu gratuit, intemporel, qui va réunir une audience pour que tu dis des trucs cool, qui intéressent les gens. Et à un moment, il faut faire des produits qui répondent aux besoins de ces gens. Et c'est comme ça que tu as envie, en fait. Parce que c'est pas avec la pub que tu vas gagner de l'argent, c'est sûr. Mais bon, il faudrait vraiment avoir une audience gigantesque pour pouvoir gagner de l'argent avec la pub. Et même là, ce serait pas franchement très ouf. Et t'as mis combien de temps pour gagner tes premiers revenus? Mes premiers revenus significatifs, donc j'exclus la petite affiliation Amazon qui me faisait quand même bon. Mais mon premier produit, c'était 1 an et demi après le début de mon blog. Donc je l'ai lancé en décembre 2011. Donc j'ai fait ma soutenance de stage début septembre 2011.
tout le mois de septembre, j'ai donc principalement dormi et fait la fête parce que j'ai quand même fait la fin de mes études, tu vois, c'était cool. Et octobre-novembre et un peu décembre, j'ai écrit mon bouquin, mon livre numérique, et que je voulais absolument sortir avant Noël. Donc là, par contre, j'ai tapé des semaines de 50 heures. Comme quoi, je pouvais le faire. Mais aussi parce que j'avais la motive de ne pas bosser, en fait. En gros, en fait, Ouais, t'as beaucoup bossé pour ne pas bosser, quoi. c'était ça ou devenir salarié, tu vois. Donc le choix était hyper C'est difficile. fou, parce que t'as vraiment vu le gouffre que beaucoup d'entre nous ne voient pas. Parce qu'en fait, du coup, tu n'étais jamais salarié. Ouais. La perspective de salarié t'a paru tellement horrible que c'est ça qui t'a lancé. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est vraiment c'était un. Tu te poursuis par le loup, quoi. Il faut courir très vite. C'était ça, quoi. Et ouais, et du coup, donc j'ai passé octobre-novembre à écrire le bouquin, à faire la page de vente, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Je l'ai lancé en décembre 2011. Donc à l'époque, je me souviens très bien du chiffre parce que c'est facile. J'avais 8000 abonnés sur ma liste email et j'ai vendu 8000 euros. Donc très facile à tenir. Alors j'avais jamais eu 8000 euros dans ma vie. Donc pour moi, à ce moment-là, j'étais riche. Enfin, non, j'étais pas débile, je savais très bien qu'avec 8000 euros, t'es pas riche, mais en tout cas, c'est pas un choc, quand tu sors des études et que t'as 8000 euros, c'est un choc. Ouais, c'était what the fuck, quoi. J'avais fait 8000 euros sur une semaine. Bon, arrêtez, j'avais fait 8000 euros sur un an et demi, hein, puisque j'ai fait construire l'audience avant, mais en tout cas, il y a 8000 qui tombent sur une semaine, je fais ok. Du coup, je suis parti en Inde 2 mois et demi, ensuite. Parce que je m'étais dit cette année, je lance mon business et je vais voyager. Comme ça, au pire, si le business marche pas, j'aurais quand même voyagé, tu vois, et j'aurais quand même ça pour moi. C'est voyage photo ou rien à voir, juste voyage plaisir? C'était voyage du plaisir. Le truc, c'est que quand t'es photographe, c'est toujours un peu les deux, quoi. Donc c'était un voyage. Mais à l'époque. Mais tu te disais déjà photographe? À ce moment-là, tu te dis, je suis photographe? Pour moi, après ça dépend comment tu définis photographe. Pour moi, photographe c'est juste quelqu'un qui fait des photos, donc oui. Enfin, je pense pas qu'il faille sacraliser le terme particulièrement. Il y a des gens ils font oui, non, t'es pas photographe. Parce que, non, tu vois, moi je fais des photos, mais je suis pas photographe, tu vois. Je pense que chacun peut se définir. Enfin, pour moi, à partir du moment où tu fais des photos, oui, t'es photographe, quoi. Enfin, c'est pas que je sacralise, parce que moi, au contraire, je suis pareil que toi pour la désacralisation, mais moi, je suis pas photographe parce que je n'en fais pas un drive dans ma vie. Tu vois, c'est pas mon moteur. De manière, peut-être, on va dire, avec une certaine conscientisation. Et surtout, tu me l'enlèves, je ne suis pas malheureux. Ouais, voilà. Ouais. Pour moi, c'est ça la vraie définition de ta. T'es écrivain, t'arrêtes d'écrire, t'es malheureux. T'es photographe, t'arrêtes de photographier, bah t'es malheureux. Ça me va, ça va bien. Et donc, toi, à quel moment t'es dit photographie, c'est ça qui me rend heureux? Enfin, en tout cas, qui contribue à. Oh bah vite hein, quand même, enfin quasiment dès le début, enfin dès le début j'ai kiffé expérimenter, faire des trucs, tiens comment je... Donc même quand t'étais un photographe amateur et que c'était pas une démarche aussi artistique que maintenant, t'avais déjà ce truc de j'ai envie de faire de la photo. Ouais, il y avait quand même il y a un drive derrière, ouais, je pense qu'il y avait ça. Et ouais, donc je me suis barré en voyage, c'était à la fois pour voyager parce que j'avais envie d'aller en Inde et... J'avais des potes qui étaient en Inde, ça avait l'air ouf, voilà. Et aussi parce que je voulais voir comment le bouquin continuait à se vendre sans rien faire. C'était aussi un test parce que 8000 balles c'est bien, mais tu vis pas hyper longtemps avec 8000 balles en France. Je voulais voir si je pouvais avoir un revenu régulier qui venait avec. Probablement la réaction inverse de tout être humain normal. Je me serais dit, je vais rester là et je vais essayer de regarder tous les jours si ça marche. J'aurais stressé d'aller en Inde. Ouais, mais comme je voyais que le truc se vendait tout seul et que automatiquement ça marchait, que j'avais rien à faire, tu vois. J'ai vu, pendant une semaine, il y a 450 personnes qui ont acheté ce bouquin, et j'ai pas eu un service client énorme, enfin, 2-3 personnes qui recevaient pas ou je sais pas quoi, mais très... Un e-book, hein, du coup, on est d'accord, un e-book numérique. Oui, bien sûr. Faire du papier tout seul à l'époque, c'était aujourd'hui avec Amazon, je sais pas quoi, tu peux débrouiller, mais à l'époque, laisse tomber quoi. Et ouais, et donc j'ai vu que ce bouquin il se vendait quand même à peu près pour un peu moins de 1000 euros de vente par mois pendant que j'étais en Inde. Ce qui en Inde est une fortune, hein. 1000 euros par mois en Inde, t'es très bien. Je vivais pour 500 euros, donc tranquille. Donc je suis revenu plus riche que ce que je suis parti, ce qui est toujours cool. Et en revenant, je me suis dit, je vais lancer une formation. C'est la suite logique de la méthode Blogger Pro. Parce que j'ai suivi la formation d'Olivier Roland Blogger Pro pour faire tout ça. Enfin, j'ai rien inventé à ce concept marketing. Oui, t'as suivi une méthode de A à Z. J'ai suivi une méthode de A à Z. J'ai pas improvisé dessus. J'ai pas réinventé la roue. Moi, je connaissais rien en marketing. Je fais, ok, on va écouter ceux qui savent. Pour lui, ça marche. On va faire pareil. Et je fais pareil. Ça marche. Enfin, il y a vraiment aucun, pour le coup, pas de créativité particulière là-dedans. Enfin. Si, il y avait quand même adapté le truc à ton audience, mais c'était vraiment très mélodique, quoi. Et du coup, ouais, je suis rentré, j'ai lancé une formation en juin 2012. Je suis rentré dans fin mars.
Et j'ai fait le même nombre de ventes, sauf qu'elle coûtait 300 balles et pas 20. Donc j'ai fait beaucoup plus d'argent, évidemment. Voilà, en fait, à partir de ce moment-là, j'avais une T'as donc vendu autant de formations à 300 que de livres à 20. Ouais. Avec le même nombre d'audience. Une audience un peu plus grosse, parce que j'étais passé à 12 000 abonnés entre-temps. Ce qui veut quand même dire que vaut mieux vendre, alors je sais que tu le sais, mais je le dis pour tout le monde, vaut mieux vendre cher à une petite audience, parce que la petite audience, en fait, elle t'achète, pas quoi qu'il arrive, mais en fait, toujours des fans dedans. Si t'avais vendu à 1 euro, t'aurais pas vendu pour 50 000, t'aurais juste vendu toujours 300 trucs, mais à 1 euro. Après, il y a toujours, j'imagine, un sweet spot. Si tu pouvais, dans un univers où on pourrait tout tester, si tu pouvais tester exactement le prix auquel tu vas vendre, oui, peut-être que si tu avais vendu à 50 euros le plus, que tu aurais gagné, ou 50 euros de moins, qu'il y avait suffisamment de gens en plus, mais on va dire que, en tout cas, faut vraiment éviter de vendre pas cher. Enfin, je pense qu'il faut avoir des produits qui sont quand même au minimum dans les 100 balles, comme ça, parce que en dessous, je pense que tu perds trop d'argent. Et t'as pas douté de toi-même? Tu t'es pas dit, putain, 300 c'est beaucoup pour un, sachant que j'ai pas de compétences particulières, je suis pas reporter à un stage géographique, on fait référence à une... Ouais. Écoute, j'ai pas... est-ce que j'ai douté... Enfin, c'est difficile, c'est 2012, donc est-ce que j'ai douté à l'époque? C'est la mémoire, a envie de te dire que t'as pas douté, mais peut-être que j'ai douté un peu. Mais en fait, le fait quand même d'avoir vendu pas mal d'e-books, parce qu'en fait, les e-books, je pense à vendre 100, et j'en ai vendu 450. Donc déjà, quand même, tu prends en confiance. Tu dis, ok, d'accord, j'ai quand même vendu tout ça. Voilà, le fait de savoir que j'avais vendu ça avant, que j'avais suivi exactement la méthode qui avait déjà marché et que je continuais à la suivre. Je me suis dit, normalement, et pareil, je pense à vendre 100. Et j'en descends, je faisais quoi, 30 000 balles. Bon, déjà 30 000 balles, quand même, t'as de quoi en revenir. C'est clair. Et puis mon audience a augmenté, quoi, parce que j'avais eu 8 000 abonnés en décembre, j'en avais 12 000 en juin. Donc j'avais monté de 50% sur 6 mois. Donc à ce rythme-là, aussi avec le temps, tu te dis, bon bah, et donc je me suis dit, normalement, en tout cas, ça devrait me faire un bon premier billet pour pouvoir continuer. Tu vois. Je doutais pas trop que normalement, à ce stade-là, je devrais réussir à... Tu vois. Et je me suis pas trop... En fait, sur le prix, alors ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours une grosse question, à quel prix tu vas vendre tes trucs. Tu vois. Et dans la méthode d'Olivier, on fait un sondage, et en fait, on demande aux gens... Et vraiment un sondage, j'ai l'impression que vous vendez tous à 297 euros. On voit tous vendre, tout le monde vend à 297 euros. Ouais, mais après, c'est peut-être parce que... faut dire un truc, c'est que comme moi, j'étais vraiment le premier quasiment à appliquer Blogueur Pro, parce que mon blog avait commencé avant Blogueur Pro, donc forcément j'ai vendu très vite. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris l'exemple en vrai et qui ont mis le même prix parce qu'ils n'avaient pas trop, je pense. Enfin, sans trop me vanter, mais il y a quand même des... Apprendre, je sais pas quoi, ensemble et pas à pas, c'est juste pas la photo. Enfin, il y a beaucoup qui sont... Ce que je comprends, parce que t'hésites un peu, tu dis, ah, le mec, ça a marché, on va faire pareil. Comment tu gères les critiques sur le prix? Parce que t'as dû avoir tes premiers... Oui, en fait, t'as des critiques pour le prix, quel que soit le prix que tu mets. Donc, déjà... Et en fait, je me suis pas posé la question parce que, vu ce que j'avais prévu de mettre dans la formation, c'était hyper fat, en fait. C'était... je pense pas qu'à l'époque, il existait de formation plus grosse sur la photo. Du coup, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, vu ce qu'il y a dedans... Et ce qui est rigolo, c'est que les gens dans le sondage, ils avaient dit qu'ils voulaient payer moins de 50 euros. Et moi, je fais, ok, moins de 50 euros par mois. Et parce que, en fait, je savais, parce que j'ai pris le sondage, je me suis dit, ok, pour répondre à tous leurs trucs, il faut que je fasse ce plan-là. Donc, j'ai fait le plan de la formation entier, j'ai fait, ouais, ça va prendre genre 6 mois. La formation, elle fait 16 heures, tu vois. Il y a une demi-heure de vidéo par semaine pendant 6 mois, enfin, c'est quand même fat. Et je me suis dit, je peux pas vendre ça. Enfin, moi, je me serais senti mal vis-à-vis de moi-même, je me serais pas respecté moi-même de vendre ça que 50 balles pour le total, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre 50 euros par mois. Après, peut-être que c'est Olivier qui m'a dit un truc du genre, bah, mets 50 euros par mois. Tu vois. Ça, c'est quoi Je m'en rappelle pas vraiment. Honnêtement, c'est peut-être pas moi qui ai pensé au truc. Mais ouais, en fait, je me suis dit, vu que j'avais quand même vendu 450 e-books en. Et donc là, pareil, je prévoyais 100 ventes de la formation, j'en ai dit 450. Les deux fois. C'est assez marrant. Et les critiques sur le prix, bah en fait, non, en fait, je pense que quand t'es confiant dans la qualité de ce que tu fais, de toute façon, t'auras toujours les gens qui vont dire que c'est trop cher. Il y a même des gens pour lesquels gratuit c'est trop cher. Genre ton article est trop long. Il y a des gens qui disent ça. Ce qui veut dire en fait ton article est trop cher. Ton article gratuit est trop cher. C'est ça qu'ils sont en train de dire, tu vois. Et tout sera toujours trop cher. Il y a des gens, la tweet, ça va être fin. Et j'ai retrouvé des mails de l'époque où les gens disent ouais,
tu tues un petit email et tes emails ils font 3 pages. C'est vrai. Mais là, je confirme ce que disent les gens. Les emails sont toujours longs. Ouais, mais les emails sont longs, c'est comme ça que j'écris, tu vois. Ouais. Et la critique en général, quand tu gères la critique, parce que là, on a dit prix, mais le feedback en général sur Alors en fait, ça dépend. Plus le temps passe, plus j'envoie chier les gens ou je les bannis directement, parce que c'est juste relou à force. J'étais plus tolérant au début parce que tu sais pas encore trop, t'as pas forcément encore pris confiance, tu vois. Mais en fait, en réalité, en gros, la critique, il faut pas ne pas l'écouter du tout, parce qu'évidemment, ça te transforme juste en connard. Mais faut pas trop l'écouter non plus, parce que le truc, c'est que t'en auras toujours quoi qu'il arrive. Ils critiquent les photos, les gens. Moi, je vois la côté critique du blog. Ouais. Est-ce que les gens critiquent l'œuvre d'art, la photo? Genre, tu mets des photos et les gens ils les défoncent. Ouais, c'est arrivé. Par exemple, tu vois, quand j'ai sorti la vidéo sur la fameuse série sur les chiens en Inde, je crois qu'il y a un gars qui avait écrit à faire X 1000 km pour aller photographier les chiens, tu vois. Mais il a rien compris, tu vois. Non, je n'ai pas fait 1000 km pour aller photographier les chiens. Je suis allé à Varanasi, et à Varanasi, ce que j'ai trouvé à exprimer, c'est. Même, tu aurais pu faire 8000 km pour aller photographier les chiens. Je fais ce que je veux, tu vois. Je fais ce que je veux faire foutre, tu vois, en gros. Mais aussi, c'est-à-dire qu'en plus, le mec avait clairement compris. En plus, il fait ça en dessous de la vidéo où je passe littéralement 15 minutes à expliquer pourquoi je fais cette série-là, quel était le sens derrière, etc. Donc en plus, manifestement, soit le gars il a pas regardé la vidéo, très probablement, soit il a regardé et il a rien compris. Donc dans les deux cas, il est pas très malin, tu vois. Et en fait, je gère les critiques, mais en fait c'est simple. Je gère beaucoup les critiques par le mépris. ça fait hyper arrogant de dire ça, mais je m'en fous. C'est méprisant par définition. Ça fait méprisant par définition, mais en fait, je gère les critiques par le mépris pour une raison. En fait, les critiques, en gros, je les écoute, soit si beaucoup de gens disent la même chose, soit si ça vient de quelqu'un qui a une parole avec une valeur particulière. Ouais, dont quelqu'un de la confiance. Donc voilà, si t'as des randoms sur internet que tu connais pas, qui sont peut-être complètement débiles, qui sont souvent complètement débiles, et qui te balancent une critique sur une photo, en plus ils sont tout seuls, il y a aucune raison de l'écouter. Enfin, genre le gars il est tout seul, on sait pas qui c'est. Enfin, ça se trouve c'est un troll, il le pense même pas. C'est même possible qu'il le pense même pas, ce qu'il raconte, parce que juste il y a des gens ils aiment bien juste te balancer sur la gueule des autres comme ça sans. Enfin tu sais bon c'est niveau CM2 mais bon. Et donc t'as ça, et après tu peux avoir aussi tu peux avoir plein de gens qui disent la même chose, mais bon, normalement ça en a beaucoup, il y a sans doute un truc à corriger. Parfois pas forcément ce qu'ils disent, mais peut-être c'est mal perçu, c'est-à-dire qu'on a mal compris ce qu'elle a dit, mais en tout cas il y a sans doute un truc derrière. Et après tu peux avoir des gens où il y a peut-être juste une personne qui te le dit, mais sa parole a particulièrement de valeur, et là ça peut être intéressant de l'écouter et d'essayer de le modifier là-dessus. Mais sinon pour le reste en fait c'est beaucoup de... Et puis souvent en fait t'as des critiques, et dès que c'est d'argumenter un petit peu la personne, tu vois qu'il n'y a aucune argumentation derrière. Et moi ça m'aide beaucoup à ne pas prendre en compte la critique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait il faut me convaincre que j'ai tort. Enfin, par définition, si je dis un truc c'est que je pense que j'ai raison, et les gens ils sont choqués par cette phrase. J'ai découvert que quand tu dis la phrase si je dis un truc c'est parce que je pense que j'ai raison, les gens je te confirme Laurent, personne les gens sont choqués. Évidemment que si je dis un truc c'est que je pense que j'ai raison, si je pense que j'avais tort je le dirais pas. Enfin ça n'a aucun sens, tu vas pas dire un truc en pensant que t'as tort. Je suis la seule personne à dire ça, je te le redis. À part moi-même, je ne connais personne d'autre qui dit ça. Moi j'ai jamais. Cyril Bonéas, tu nous écoutes Cyril Bonéas, un petit coucou. Mais personne n'a dit ça, c'est sûr. Moi j'ai jamais compris, enfin vraiment j'ai jamais compris ça. Donc évidemment, si je dis un truc, c'est que je suis convaincu de ce que je raconte. J'ai peut-être tort, en tout cas, au moment où je le dis, je suis convaincu. Du coup, si tu me dis non, je suis pas d'accord, bah ça suffit pas en fait. Tu fais, mais t'es pas d'accord pourquoi? Enfin, convainc-moi, tu vois. Et ça peut marcher. Par contre, il faut se battre un petit peu, tu vois. C'est pas. Si je suis convaincu du truc, c'est que j'ai quand même pas mal réfléchi normalement. Donc faut aller me taper dessus et voilà. Et par contre, et ça m'est déjà arrivé. Alors à une époque, je me suis demandé effectivement. C'est rigolo, j'en parlais hier soir à Collier justement. Le problème, c'est que quand t'es intelligent, ça fait hyper prétentieux de dire ça, j'en bats les couilles. Quand t'es intelligent et que t'as des opinions tranchées sur un truc, les gens traduisent ça par arrogant. C'est pas du tout ça arrogant, mais c'est pas grave. Les gens n'utilisent pas forcément les mots avec les bonnes définitions. C'est ok, il y a plein de mots qui n'utilisent pas avec les bonnes définitions, donc ça arrive, tu vois. Mais du coup, on nous dit qu'on est arrogant, et en fait, quand on dit qu'on est arrogant, ce qu'on est en train de nous dire, c'est t'as une opinion tranchée et tu veux pas revenir dessus. C'est pas que tu veux pas revenir dessus, tu veux pas revenir dessus pour rien. T'as besoin qu'on te fight en fait. T'as besoin d'être vaincu sur le ring des idées, quoi, pour reprendre la métaphore de White But Why. Et du coup, à un moment, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, je change pas beaucoup la vie quand même. Je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu de moi un gros con? Et après, je me suis rendu compte que ce que je perçois, j'ai peut-être tort, c'est que je changerai encore d'avis dans quelques temps, mais c'est que je pense que je change moins facilement d'avis sur le court terme. C'est que quand on me dit non, je suis pas d'accord avec toi, je vais pas mal me battre pour le truc, et comme la plupart des gens, soit ils ont pas d'argument derrière, soit ils ont des arguments, mais ils ont peut-être pas la rhétorique pour les mettre en forme, etc. Ça veut pas dire qu'ils aient tort forcément, mais en tout cas, ils arrivent pas à me battre sur le ring.
bah du coup je garde cette idée-là. C'est un gros problème d'ailleurs, parce que parfois quand t'es trop fort en rhétorique, t'as tendance à pas te rendre compte que t'as tort, parce que les gens arrivent pas à te montrer que t'as tort. Exactement. Et du coup pour moi, c'est-à-dire que sur le court terme, j'ai plus de mal à changer d'idée que la moyenne. Par contre, je pense que sur le long terme, c'est plus facile. Parce que tu vas toujours finir par tomber sur quelqu'un qui va te battre sur le ring, en tout cas si t'as tort, tu vois. Et du coup, là par contre, comme t'es honnête intellectuellement, parce que c'est la base du truc, enfin, si tu peux pas, on va supposer qu'on est honnête intellectuellement, enfin tout le monde est un petit peu honnête, mais globalement, tu vois, si le mec il t'a suffisamment battu sur le ring, t'es obligé de l'admettre. Et un truc artistiquement, t'as changé d'avis radicalement? Artistiquement, je change d'avis radicalement. Il y a sans doute des trucs où je dis que c'est de la merde et je dis que c'est de la merde maintenant, je pense. Je saurais pas forcément dire lesquels, mais en fait, je pense que j'ai compris j'ai beaucoup plus intégré la notion d'éduquer son goût d'une manière générale, ce qui fait que maintenant je vais beaucoup moins facilement dire qu'un truc c'est de la merde. Et surtout, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que je pense que quand t'as pas trop de goût dans un domaine, tu dis que c'est de la merde quand c'est un truc qui est trop inconnu pour toi, et quand t'as beaucoup de goût dans un domaine, tu dis que c'est de la merde quand c'est un truc qui est trop connu pour toi. Ah, intéressant ça. Tu vois, c'est parce qu'en fait c'est trop commun, c'est que tu l'as déjà vu une fois, tu fais ouais, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, tu vois. Et en fait, je pense que c'est l'indice qui fait que c'est le moment où tu dis c'est de la merde parce que tu l'as tellement vu avant. Je pense que c'est le moment où en fait ta culture dans ce domaine elle commence à être quand même relativement solide. Je pense. Tu te rappelles de ça en photo ou pas? Parce qu'il y a un truc avant, tu trouvais ça pourri, maintenant tu trouves ça génial. Moi en rap c'est Booba. Booba je trouve ça pourri au début et après maintenant je ne jure que par ça. Parce qu'en photo, je pense qu'il y a des trucs. En fait, non, je pense que je les avais pas vus. Mais je pense qu'il y a des trucs qui maintenant en photo peuvent me parler et à une époque j'aurais pas trop compris quoi. Peut-être que j'aurais pas été dans le mode pourri, j'aurais plus été en mode ouais je comprends pas trop ce qui. Enfin tu vois. Je pense pas que j'aurais apprécié, même des photographes que j'apprécie beaucoup maintenant, j'aurais peut-être pas rushé, en tout cas j'aurais pas apprécié autant qu'aujourd'hui. Je saurais pas donner un truc particulier, mais oui c'est sûr qu'il y a des trucs que j'aurais rushé il y a 10 ans que je rushais plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Comment ta série, t'as fait une série photo, là, t'en as une qui se distingue, alors d'un point de vue totalement amateur, sur ton site, il y a 6 séries, il y en a une qui se distingue, qui s'appelle The Two Sides of the Story, deux côtés de l'histoire. Ouais. Comment t'arrives donc c'est pour les gens qui verront pas, t'as à chaque fois une photo A, une photo B, les deux photos étant reliées parce que c'est le même moment à quelques secondes de décalage, j'ai l'impression. Donc cette série en fait, donc c'était à Rome dans le cadre d'un des workshops. Ah c'est à Rome? Ouais. Tout est fait à Rome, il y a une vidéo là-dessus d'ailleurs, je sais pas si je peux me déplacer pour aller sortir. Vas-y. Aller sortir le livre, comme ça je l'ai. Et c'est pareil, tu vas à Rome pour ce truc-là, mais c'est pas, tu sais pas que tu vas faire ça quand tu vas y arriver. Non, je sais pas du tout que je vais faire ça quand je vais arriver, donc c'est ça. Et en fait, donc en gros, donc là évidemment comme ce sera audio les gens verront pas, mais oui, on est avec le livre imprimé. Il y a un lien, tout ça. Ça a commencé par. T'as quand même imprimé des livres. Tout à l'heure tu me dis que t'as imprimé que des portfolios. Ça c'est un livre, d'accord. Effectivement, ouais, ça c'est un livre que tu fais. Tu fais chez les trucs où tu peux imprimer tes propres livres. Bon, tu payes. Je l'ai quand même payé. Celui-ci, je l'ai fait un peu de gamme, donc j'ai payé un peu cher. C'était juste pour les avoir quelque part, effectivement, pour pouvoir les montrer. En fait, ça a commencé avec ce couple-là de photos. Donc j'étais à Rome, j'étais dans la rue, je cherchais un petit peu un sujet, et il y a deux gars qui poussent une camionnette dans les rues pavées de Rome. Donc vraiment le truc, c'est marrant comme situation. Et donc je vois le truc et je prends des photos. Donc en fait j'en ai pris plusieurs dedans. À la base je pensais pas spécialement les mettre l'une à côté de l'autre. J'en ai juste pris plusieurs de la scène. Donc au moment où tu prends la photo, tu n'as aucune idée de ce que tu vas de la forme finale que ça aura. Tout à fait. Et donc du coup j'ai fait quelques trucs ces jours-là et au bout du deuxième jour je fais un petit débrief avec David qui est là aussi pour nous guider et je trouvais pas forcément trop j'avais quelques idées, je sais même plus quelles sont ces idées aujourd'hui hein, mais j'avais quelques idées donc je lui montre un peu dans mon logiciel, je lui dis voici les photos. Quand tu dis un workshop, tu y allais avec quelqu'un dont David Duchemin pour vous entraîner à la photo. C'est pour ça, ouais. Voilà. Okay. Et du coup, ça m'a énormément aidé. Enfin, les workshops, ça m'a quand même beaucoup aidé dans ma pratique parce qu'il y avait vraiment le retour direct de David. Et donc, du coup, dans le logiciel, en fait, j'avais sélectionné les photos qui étaient parmi celles que je préférais et j'ai sélectionné ces deux-là parce que je savais pas trop laquelle choisir entre les deux. En fait, je me disais, celle-ci individuellement elle est cool, celle-ci individuellement elle est cool. Je pensais pas les mettre à deux. Et David il voit dans le logiciel, il fait elle marche pas mal ces deux-là, montre-moi ensemble. Donc dans le logiciel, tu peux afficher deux photos de l'un côté de l'autre, il les montre. Il fait tu vois, ça marche pas mal et tout quand même. C'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant en fait. Et il dit peut-être que en fait tu peux faire des coupes de photos. Enfin, il dit c'est une piste, tu vois, pourquoi pas. Je fais l'idée me paraissait intéressante. Je lui dis c'est quoi, je vais prendre une journée puis je vais l'explorer. Je vais faire une journée où je vais faire que des couples de photos comme ça. En tout cas, essayer de faire des couples et voir si ça marche.
Et en fait, ça a hyper bien marché. Ça aurait pu échouer, hein. J'aurais pu faire que de la merde et d'abord, en fait, Quand tu dis des couples, c'est pas de photos, hein. C'est à chaque fois, t'as pris plein de prises avant d'arriver à deux photos. Mais en photos. fait, tu cherches, t'as une même Tu cherches scène une dualité. et tu cherches à en prendre 2 photos qui fonctionnent et qui peuvent fonctionner de l'un côté de l'autre. Et du coup, en fait, ça a été ma contrainte de la semaine. Donc ma contrainte, c'était uniquement vertical, parce que des couples de photos horizontales de côté de l'autre, c'est plus compliqué. Donc c'était que des photos verticales, que des scènes de rue. J'ai pris le même objectif tout le temps, c'est une focale fixe pour essayer quand même d'avoir un angle de vue qui soit un petit peu similaire, et toujours réussir à faire un couple. Et voilà comment c'est passé, quoi. En gros, voilà. Et puis à la fin de la semaine, j'ai fait un editing pour trouver mes couples. Donc en fait, c'est une série de 12, mais j'ai triché, c'est une série de 24. Du coup. C'est une série de 12 diptyques. Et ça, les 2 premiers couples ont été pris à 5 minutes d'intervalle, probablement. Et après, voilà, après il s'agit d'ordonner la série, évidemment, pour essayer d'avoir un... Donc là, en fait, mon ordre dans cette série, c'est en gros du matin au soir. Ah, donc, d'accord. C'est parce que j'arrivais pas à trouver tellement d'autres ordres, mais quand tu regardes, c'est assez clair, en fait, hein, quand tu regardes, la série, tu vois bien que, effectivement, là, on est plutôt le midi, là, on est le début d'après-midi, et il y a, voilà, on commence à arriver vers la fin de journée. Quand je dis du matin au soir, c'est très exactement plutôt de 10h au soir, on va pas se mentir. De 10h à la nuit. Mais ouais, et c'est comme ça que c'est venu. Donc là, finalement, dans un sens, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais en même temps, quelqu'un d'autre aurait la même idée, il aurait fait un truc très très différent. Puisque c'est pas moi. Par définition. On arrive à la fin on est déjà à 1h20. Question que je pose à tout le monde. Imagine, là, t'as accès aux 7 milliards d'humains. Ou 8 milliards, je sais plus combien on est. T'as accès à toute l'humanité. Ouais. Il y a plus de notion de langue ou je sais pas quoi. Voilà, t'as accès à toute l'humanité. Ouais. Tu peux leur montrer une œuvre. A priori que t'as pas encore faite. Ah, d'accord. A priori, alors si t'as vraiment une œuvre que tu kiffes dans ton arsenal, tu peux, mais a priori que t'as pas encore faite. En gros, l'œuvre que tu veux faire avant de mourir. Si je résume, c'est l'œuvre que tu veux faire avant de mourir. Moi, je sais que alors j'en ai en avoir marre, j'appelle ça à chaque fois. L'œuvre que je veux faire, c'est un livre qui s'appelle En couple avec moi-même. Parce que c'est le seul livre quand je le dis à des gens. Les gens, ils tiltent tout d'un coup, rien qu'au titre. Ils ont un livre, tu vas s'imaginer, la relation avec toi-même, quand tu tombes amoureux de toi-même, etc., etc. Et ouais, si je meurs là maintenant, sachez, de toute façon, du coup c'est pris en audio, sachez que je serais dégoûté, bon ça veut rien dire je serais mort, mais je serais dégoûté de pas avoir fait ce livre. Est-ce que toi t'as un concept comme ça que t'as déjà en tête, tu sais que c'est ce que tu voudrais montrer Non. Non, je sais pas. Ton livre déjà, tu me dis que tu voulais faire un livre qui allait être édité, est-ce que t'as des idées de ce que tu veux ouais, je sais, le projet est déjà suffisamment avancé pour que je sache un petit peu ce que je veux faire. Je sais pas encore si c'est... moi je trouve ça bien, mais... tu vois, je suis pas encore sûr de... Je suis pas encore sûr que ce soit bien comme projet en fait. Et comment tu fais pour savoir je vais aller faire des lectures de portfolio avec des gens qui savent, tu vois, des éditeurs photos, des galeristes, des trucs comme ça. Non, t'as quand même besoin d'un œil extérieur. Bah en fait, ouais, enfin je pense que tu peux pas complètement te passer de l'habilité. Moi je trouve ça bien, mais c'est cool que moi je trouve ça bien, mais c'est moi qui l'ai fait, donc si je trouvais pas ça bien, j'aurais arrêté. Donc ok, cool, super comme information, mais ça te donne pas beaucoup d'infos au final. C'est important que ça te plaise à toi en tant qu'artiste, évidemment. Enfin, mais il y a un moment, il y a quand même des gens qui ont beaucoup plus de culture photo que moi, qui... Enfin, tu vois, pour moi, il faut quand même qu'à un moment, il y ait des gens dont c'est le métier de choisir. Dont c'est le métier de choisir, quoi, et qui voient le truc, et qui, au minimum, valident que la démarche est intéressante, et surtout puissent me donner des pistes. Tu vois, parce que je pense qu'en fait, j'imagine qu'il n'y en aura pas non plus trop qui vont me dire, ils sont sans doute à peu près bienveillants, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir dedans aussi. Ça m'intéresse aussi déjà ce que vont voir d'autres gens dedans. Parce que le truc, c'est qu'en termes d'idées, en fait, j'ai pas encore fait l'idéation complète de ce truc-là. C'est-à-dire que esthétiquement, je sais un petit peu ce que je cherche. Je commence à voir, je pense, ce que je suis en train de dire avec, mais au final, quel est le message, quel est le propos derrière, je le sais pas encore complètement. Donc il peut encore être modifié ce projet, tu vois. Et ça parle de quoi faudrait que je décrive visuellement déjà. Donc c'est des photos que je prends dans la rue dans les 30 minutes autour de chez moi. C'est que des bouts de... Il n'y a pas d'humain dedans, c'est que des bouts de ville, souvent avec une lumière un peu particulière. Et en fait, ce qui se passe, je vois que dedans, il y a quand même beaucoup de moments où il y a genre de la végétation et du béton. Je pense qu'il y a une espèce de rapport entre l'homme et la nature qui se dessine un petit peu, tu vois. Mais c'est encore un peu fou. Enfin, tout ça à Lille, on est d'accord. Hein. Tout ça à Lille, ouais. Même dans un rayon de 30 minutes autour de chez moi. Donc, un truc très...
même très proche. Hein. Et c'était C'est avant. ouf, t'as commencé ta démarche artistique par voyager au Kenya, en Inde, un machin, et Ouais. le truc que tu veux montrer, c'est Ouais. 30 minutes autour de chez toi. Apparemment. Et c'est rigolo parce que j'ai commencé ça un an avant le confinement, donc c'est quasiment c'est prémonitoire presque. Tu vois, J'avoue. c'est pas du tout en rapport avec ça. Pour le coup, c'est très Covid compatible comme projet, mais c'était pas du tout le principe au début, quoi. Donc, Bon, en espérant que ce projet voit le jour. Déjà, merci d'avoir pris du temps de rien, ça me fait pour plaisir. nous répondre. Si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent où? Pour mon contenu pour les photographes, c'est sur apprendre-la-photo.fr avec des tirets, où ils peuvent taper apprendre la photo dans Google comme tout le monde. Et pour mes photos, c'est sur laurentbrea.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du Syndrome de la Page Noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.